Bonjour, merci d'être ici, venu pour ce petit atelier dans le cadre de Bâtifrais. C'est un atelier dédié aux collectivités territoriales et aux acheteurs publics en général, les organisations ayant un lien avec le public. Et nous voulions notamment faire cet atelier pour donner toutes les clés d'une opération BDM, QDM, aux collectivités territoriales qui souhaitent en savoir plus. Parce que ce n'est pas toujours simple et il y a différents aspects sur le plan économique, technique, juridique. Il y a aussi des astuces et des trucs pour mener une démarche qui soit réellement bénéfique sur le plan écologique, économique et social. Et il existe toute une série de dispositifs et d'outils. Donc, en 2 heures de temps, nous voulions balayer un maximum de possibilités pour donner des idées et montrer ce qui peut se faire. Alors, cet atelier commence avec un petit quart d'heure de retard, et il finira sans doute à 18h, le plus proche de 18h en tout cas, puisque à partir de 18h, nous avons la remise des trophées BDM, donc les bâtiments qui sont les plus remarquables du point de vue BDM, c'est-à-dire qui ont atteint des niveaux d'exigence extrêmement élevés dans leur catégorie, puisque c'est par catégorie notamment, et il y aura un certain nombre de bâtiments publics à cette occasion-là. Donc vous pourrez, si vous souhaitez traverser la rue et aller à la Poste Colbert, vous verrez ce qui se fait de mieux au cours de l'année. Voilà. Donc dans l'ordre, nous avons 7 présentations très courtes, mais sans doute très synthétiques et très intéressantes pour vous donner des clés. Donc d'abord, nous aurons Thomas Clapier ici d'Envirobat BDM. Thomas développe avec l'AREA PACA Sud, l'AREA Sud, Région Sud, un outil pour les collectivités pour leur permettre de développer assez facilement et intuitivement leur plan de rénovation. Donc il vous expliquera ça. C'est un très bel outil que nous voulions mettre un peu en avant puisqu'il arrive à maturité bientôt. Ensuite, nous avons les outils de la région Sud, puisque ce n'est pas le seul outil, et la région soutient de nombreux autres petits outils, gros outils, qui vous permettront également d'arriver sur certaines pistes de rénovation ou de construction durable. Puis nous aurons une présentation de maître. Donc la deuxième présentation, c'est Catherine Ramon ici présente, qui la réalisera de la région Sud. Nous aurons une troisième présentation sur la rédaction des cahiers des charges pour construire ou rénover des bâtiments durables par maître Bérangère Denis du cabinet Alkia Conseil, voilà, qui a réalisé un guide sur comment intégrer ces critères et ces exigences de démarche BDM dans les marchés. Puis nous aurons une présentation de Frédéric Corset d'Envirobat BDM qui vous présentera les démarches BDM et QDM. En général, si vous voulez savoir assez rapidement, mais de manière, pour vous montrer les différents aspects et les possibilités, ce que vous pouvez en attendre. Enfin, nous aurons une présentation de Thierry Ocelli, qui est maire de la ville d'Opio et qui a réalisé une opération remarquable de construire. Enfin, c'est un projet, c'est en phase conception d'une école, donc un groupe scolaire. Pardon. Voilà, donc il viendra témoigner de son expérience d'accompagnement, pas d'accompagnement, mais de maître d'ouvrage. Et puis, nous aurons 2 présentations sur les aides. D'abord, les aides spécifiques de la région Sud pour les bâtiments durables, par Catherine Ramos. Et puis, une présentation de Yannick Schimpf, de la Banque des Territoires, et qui nous parlera du financement innovant de la rénovation énergétique du patrimoine public. C'est un dispositif qui s'appelle Intracting, mis en place par la Banque des Territoires. Voilà, donc je vous souhaite un bon atelier. Et puis chaque présentation, s'il y a un peu de temps, nous pourrons prendre 1 ou 2 questions. Okay. Merci Jérémy et bonjour à tous du coup, ou du moins ceux que j'avais pas eu l'occasion de croiser pendant la journée. Comme ça a été énoncé juste avant, je vais vous présenter assez rapidement un outil du coup issu d'un projet européen qui s'appelle Impulse, qui est un outil d'aide à la décision pour les collectivités pour planifier et prioriser les actions de rénovation de leur parc de bâtiments publics.
Ce projet, il arrive à son terme là, courant du mois de juillet. Et il a été réalisé du coup en France avec divers partenaires, notamment l'AREA Région Sud et la ville de Cannes, qui a été notre ville pilote sur laquelle nous avons réalisé des travaux et pu confirmer, entre guillemets, des hypothèses qui ont été prises. Donc ce projet, il arrive à son terme. Ça faisait 4 ans qu'on était dessus. Et il a été conçu pour répondre à des objectifs issus de la Commission européenne qui sont simples. D'ici à 2030, abaisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre et améliorer de près de 20% l'efficacité énergétique des parcs de bâtiments publics. Pour réaliser cet outil, on a travaillé du coup en collaboration avec 16 partenaires du pourtour méditerranéen, des partenaires espagnols, des partenaires italiens, des partenaires croates, des partenaires grecs, des partenaires de Bosnie-Herzégovine. Et on arrive du coup sur un outil simple sur lequel on a étudié plus de 450 bâtiments au total, réalisé pour la France plus de 60 simulations thermiques dynamiques, proposé des bouquets de travaux adaptés pour la rénovation et comme vous allez voir après, en fait, un outil de cartographie qui finalement est disponible en ligne, qui permet aujourd'hui de visualiser les résultats du projet. Ce que je vais faire, c'est à la fin de la présentation, je vais passer un petit peu dessus directement pour vous le montrer. Et en plus de réaliser récupérer les résultats du projet, donc 3 ans de travaux, on peut, sur cet outil, réaliser son propre parc de rénovation, enfin son propre planning de rénovation, en entrant son parc de bâtiments publics et en se basant du coup sur tous les résultats des simulations thermiques dynamiques, des bouquets de travaux proposés pendant ces dernières années avec les différents partenaires. Donc l'outil s'appelle impulseonline.eu. Il est pour l'instant disponible uniquement sur Internet et d'ici quelques semaines, une application Android devrait arriver, ce qui pourra être pas mal pour certains services techniques dans les pauses de midi et 2, si on veut s'amuser. Le résultat, il est simple, hein, en fait. On rentre son parc de bâtiments publics, comme je disais, je vais vous le montrer un petit peu après. Et puis, en sélectionnant des indicateurs de performance économique, énergétique et environnementale, et on arrive sur un résultat... Non, c'est pas celui-là. J'ai oublié comment on pointait. Ah yes, on arrive sur un résultat tout simple qui planifie année après année les travaux à mettre en place et qui vous indique en même temps l'investissement que vous allez avoir, le retour sur investissement annuel, les économies en termes d'impact carbone, donc en tonnes de CO2 par an, et les économies en kilowattheure. Donc c'est un outil qui a été vraiment simplifié au maximum pour qu'il soit accessible à tous et puis qu'il puisse très rapidement en fait, vous donner un ordre d'idée en termes de priorisation des actions. Donc les liens utiles, c'est ces deux-là. C'est du coup le SIG qui est disponible sur impulseonline.eu et la plateforme qui va de pair avec, la plateforme d'assistance aux utilisateurs qui est un forum dédié au projet sur lequel vous avez le lien direct. Donc on ne va pas perdre plus de temps et je vais directement faire un tour pour vous montrer comment ça fonctionne assez rapidement. Donc, une fois que vous aurez eu la chance et l'opportunité et la motivation de créer un compte utilisateur, il suffit de vous connecter, vous arrivez sur cette superbe page d'accueil qui vous permet en fait de zoomer sur chacun des points rouges et d'aller directement visualiser les résultats d'une des villes pilotes. Donc, on se dira que visualiser les résultats d'une des villes pilotes, ce n'est pas non plus les actions les plus intéressantes, mais ça donne un bon ordre d'idée de ce qui a été fait et comment est-ce qu'on a travaillé. Donc on a d'abord fait un audit des bâtiments de la ville de Cannes. On a travaillé avec eux parce qu'ils avaient un parc de bâtiments assez intéressant et des services techniques assez motivés pour nous accompagner dans cette démarche. Et sur l'ensemble de ces bâtiments, on a défini des bâtiments dits pilotes, des typologies qu'on le retrouve assez régulièrement en fait, dans plusieurs collectivités. Donc il y a massivement des écoles, puisque souvent les communautés, les villes, vous avez tous dans vos parcs de bâtiments publics des écoles. On a ensuite des bâtiments de bureaux, type mairie, commissariat ou autre, et quelques bâtiments historiques. Donc là, par exemple, on va prendre celui-ci. Donc c'est peut-être pour ceux qui connaissent la ville de Cannes, vous le connaissez. C'est un des bâtiments qui est au bout de la Croisette, qui est l'hôtel de ville de la ville de Cannes. Quand on clique du coup sur l'outil, ça nous permet assez facilement d'observer tout ce qui a été fait en termes de description des bâtiments, mais aussi en termes de préconisation d'usage courant et de rénovation. Alors, je vais être honnête, l'outil existe en français aussi. Moi, je suis en anglais. Pourquoi ? Parce que je travaille pour faire les rapports en ce moment et j'ai mis la version anglaise pour ne pas avoir à switcher de langue à chaque fois que je fais d'éventuelles captures d'écran pour montrer son fonctionnement. Mais il existe en français et il fonctionne très bien en français aussi. Du coup, l'idée, c'était surtout de vous montrer cet outil, celui sur lequel j'ai vaguement montré en fait, des résultats juste avant.
C'est un outil du coup sur lequel on va tout d'abord créer son parc de bâtiments. Là, j'en ai créé un pour une des villes avec qui on travaille en ce moment, qui est la ville de Cavalère-sur-Mer. Donc j'ai rentré son parc de bâtiments à la main, étape par étape, et donc on a un parc de 21 édifices publics sur lesquels on rentre des données simples, qui sont le nom du bâtiment, son usage, l'année de construction, le nombre de niveaux, et juste derrière, on précise dans des intervalles qui existent. L'outil est en cours de finition de son développement, donc c'est pas dit que si vous y alliez d'ici quelques semaines, vous verrez exactement la même page. Cependant, ce sera les 4 mêmes critères qui vont être demandés. Le nom du bâtiment, l'usage, la construction et le nombre de mètres carrés qui va de pair avec. Donc une fois qu'on a créé son parc de bâtiments, en fait, tout simplement, je clique sur l'onglet qui est tout en bas de la page, qui s'appelle Calcul, qui est là. Je choisis du coup des indicateurs de performance énergétique, économique et environnementale. Donc on a une liste de plus de 50 indicateurs qui s'adaptent un peu à ce que vous voulez prioriser et ce que vous pouvez prioriser pour votre collectivité. Et une fois que ça a été fait, on lance en fait tout simplement le calcul. On peut, si par exemple le choix de la commune est de travailler uniquement sur les typologies de scolaires, désactiver toutes les autres typologies de bâtiments qu'on aurait pu rentrer et travailler uniquement sur les écoles et faire un plan de rénovation uniquement des bâtiments scolaires. Donc, je ne vais pas relancer le calcul pour éviter les petits temps de latence qu'il pourrait y avoir. Je peux aussi, j'ai une option qui est en fait couplée aux demandes de la Commission européenne, c'est de choisir quelle surface annuelle du parc de bâtiments on va renouveler. L'Europe préconise de renouveler 3% des surfaces de son parc bâti par an. On peut monter 3, 5, 10, 15, 20% maximum. Et les résultats, comme je vous le disais précédemment, sont assez simples. Donc là, pour ce parc de 21 bâtiments, on a un planning de rénovation sur 4 ans. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, c'est presque un mandat. Et presque. Et ça permet assez rapidement de voir quels sont les budgets à devoir mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes d'économie à la fois financière, énergétique et environnementale. Donc en rentrant un petit peu plus dans l'outil, on pourra aller voir qu'est-ce que veut dire une rénovation mineure, qu'est-ce que veut dire une rénovation profonde et quels sont les conseils qui vont de pair avec la rénovation de ces parcs de bâtiments. Voilà, globalement, c'était à peu près ça l'idée. Et si vous avez des questions, en fait, je suis là pour y répondre puisque je crois que j'ai été assez succinct et que j'ai un petit peu de temps pour ça. Je sais pas. Ouais. Alors, il est pour l'instant disponible pour ceux qui s'étaient inscrits sur la plateforme Webikeo. On a récupéré la vidéo hier, pour être honnête, et il sera disponible sur la page YouTube du programme Interreg Med Impulse. Il sera aussi accompagné d'un guide utilisateur, un tutoriel vidéo pour utiliser le SIG précisément, qui est pour l'instant en anglais. Il y aura les sous-titres en français qui vont de pair avec. Voilà. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une petite question sur cet outil, ou éventuellement même être intéressé, si ça vous parle et que ça vous paraît avoir du sens. Oui, pardon, Chantal. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, c'est juste donc le gain apporté en fonction du niveau, on va dire, de rénovation. La base, elle se base sur le fait que on rentre l'année de construction et de cette année de construction, on fait ressortir une consommation. Alors en fait, j'étais pas là au tout début, ouais. Je m'en excuse. Ce qui s'est passé, c'est que pour apporter en fait avec 4 critères assez simples une réflexion rapide, nous on a développé un algorithme. On a développé un algorithme qui s'est basé du coup sur 70 bâtiments de la ville de Cannes, dont une dizaine a été sélectionnée pour être des bâtiments types. Là, on a étudié leurs principes constructifs, leur mode de chauffage, leur mode de refroidissement, les types d'éclairage et tous les systèmes qui peuvent être mis à l'intérieur, pour pouvoir proposer en fait une typologie et pouvoir en fait on se base en fait sur ces bâtiments qu'on a décidé comme typologie, sur lesquels on a beaucoup travaillé et sur lesquels on avait fait un véritable audit, pour aujourd'hui se coller en fonction effectivement du nombre d'étages, de la surface en mètres carrés. C'est un ratio qui peut paraître un petit peu grossier, et c'est d'ailleurs les retours qu'on a eu pour ceux qui étaient présents en salle ou qui ont suivi le webinaire. C'est quelque chose qui peut paraître un peu grossier, mais globalement c'est ce qui permet quand même de guider l'utilisateur ou la commune à faire le premier pas. Et pourquoi choisir tel bâtiment plutôt qu'un autre ? Le fait d'avoir pris ce temps et d'avoir travaillé sur autant de bâtiments au début et de sortir 4 critères simples, ça permet aussi que l'utilisateur puisse assez rapidement comprendre et rentrer les choses dans la base de données sans perdre du temps à consulter tous les services techniques, savoir quelle est la consommation de tel ou tel bâtiment, pourquoi, comment. C'était un choix.
Voilà. C'est une aide au choix à la priorisation de l'intervention ou ça donne des boîtes à outils sur quelle typologie de rénovation il faut Alors, c'est un peu les deux. Du coup, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Donc, il est là pour en fait guider et se dire tiens, je vais commencer par telle école ou telle salle commune. Et couplé en fait avec cette priorisation, il y a un bouquet de travaux proposés. Le bouquet de travaux, il est parfois pas forcément cohérent. Si le bâtiment a déjà été rénové il y a 3 ans, par exemple, que toute la chaufferie a été refaite, vous allez avoir des conseils pour remettre une chaufferie à jour. Et ce ne sera pas forcément pertinent pour votre édifice. L'idée, elle est quand même de proposer une planification et de se dire ok, le premier bâtiment qu'on me propose, c'est celui que j'ai fait l'an dernier. Donc déjà, je peux le squeezer et passer directement au bâtiment d'après, voire même si j'ai un bon budget d'investissement cette année, prendre les 2 premières années d'un coup, et me concentrer là-dessus, sur les 6 bâtiments proposés. Si certains des détails des bouquets de travaux ne correspondent pas à ce que vous avez exactement dans votre bâtiment, c'est de toute façon, au moment où on va faire les travaux, on va aller rentrer vraiment dedans et se poser la question de quels sont les meilleurs systèmes à mettre en œuvre. C'est vraiment un outil conseil qui permet de faire ce qui freine un peu souvent, c'est-à-dire le premier pas, à se dire vraiment on commence par tel ou tel édifice. Très bien, merci. Si vous êtes intéressé par le projet, vous trouverez quelques petites brochures dans le fond, ainsi que une déclaration d'intérêt. Si vous remplissez cette déclaration, Thomas vous recontactera et vous tiendra au courant du développement du projet. Voilà, donc maintenant, nous allons donner la parole à Catherine Ramos. C'est celui-ci? Oui. Non, c'est pas celui-là? C'est tout en haut, oui. Ah oui, oui. Voilà. Donc Catherine Ramos est chargée de mission à la région Sud. Merci. Bonjour. Voilà, donc on vient vous présenter quelques outils que nous avons dans le service Transition énergétique, qui appartient donc à la direction de la transition énergétique et des territoires. Hop. Alors, il est passé un peu vite. Voilà. Un mot pour commencer sur l'ORECA, qui est peut-être à tort un peu méconnu des collectivités, qui est l'Observatoire régional énergie climat air, qui est co-animé par la région, l'ADREAL, l'ADEME et Atmosud. Et donc qui est vraiment un pourvoyeur de données qui peuvent être intéressantes à l'échelle communale, des données gratuites mises à disposition des personnes qui consultent l'observatoire, donc sur les émissions de polluants et de CO2, les consommations, production d'énergie. Et donc on travaille en réseau avec tous les fournisseurs d'énergie qui alimentent les données de l'observatoire. Je vous ai mis le contact de Valentin Lian, qui est le référent dans le service, qui est un peu la cheville ouvrière de l'observatoire. Alors, on a un gros outil en élaboration cette année, c'est le cadastre énergétique. Donc là, c'est aussi Valentin Lian qui s'en occupe, qui ne peut pas être là cet après-midi. Donc je vais juste vous passer la présentation et je pense qu'il y a certaines questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais la présentation est assez claire. L'idée, c'est d'avoir des données à une échelle très fine des territoires communaux. On peut aller sur certaines données à l'échelle de la parcelle et donc de mettre à disposition ces données, de la même manière qu'on le fait habituellement à l'ORECA, à disposition des communes pour essayer d'impulser des projets d'énergie renouvelable. Donc on va travailler sur différentes couches SIG qui vont permettre de superposer et de coupler les données pour arriver à faire ressortir des potentiels, par exemple les toitures et leur orientation pour le solaire, par rapport aux différents sols, le potentiel aussi géothermique, par exemple, on le verra un petit peu après. Voilà, et tout ça en un seul outil pour visualiser à la fois des potentialités et des contraintes sur les territoires. Donc là, c'est un petit peu l'architecture et ce que va permettre de ressortir le cadastre. Donc on voit que selon les données, on va avoir des appréciations à différentes échelles. Les données des fournisseurs d'énergie, on les retrouve à l'échelle de l'IRIS.
On a tous les plans aussi, tous les plans contraignants de protection qui sont intégrés dans le cadastre, les PLU, les SCOT, vraiment toutes les contraintes environnementales et juridiques. Et donc tous les potentiels qui ressortent. Donc à l'échelle de la toiture pour le potentiel solaire, de la parcelle pour l'éolien, vous voyez, les cours d'eau, des échelles un peu plus grandes pour la méthanisation, parce on n'est plus à l'échelle communale. Voilà, donc ça donnera à la sortie des cartes comme celle-là, où on voit en rouge se dessiner la zone de potentiel géothermique. Ici, c'est la commune de Gardanne, là on le voit sur la légende. Et voilà un exemple de sortie sur les toitures pour le solaire. Cet outil est en cours d'élaboration. Là, il y a un premier jet qui est en train de se finaliser. À l'automne, il va y avoir un premier échange avec un groupe de collectivités pour tester un peu la finesse des données, les rendus, adapter un petit peu l'outil. Et donc, d'ici la fin de l'année, il devrait être accessible gratuitement aux communes. Alors, on a aussi quelques petits outils pour le bâtiment, donc un peu de moins grande ampleur. Mais notamment, on a souhaité, avec l'ADEME et l'ADREAL, relancer une étude de potentiel d'économie d'énergie sur la région, parce qu'on avait fait une étude en 2012 sur des données de 2006, ça datait un peu. Et là, se posait la question d'avancer sur l'élaboration du PR2E, donc le plan régional d'efficacité énergétique. Donc on s'est dit que ça serait quand même bien qu'on ait un peu plus de données sur le tertiaire notamment, où on n'avait pas de distinction entre le tertiaire public et le tertiaire privé. Et on voit que les enjeux quand même sur le tertiaire public sont très importants. Et donc on relance cette étude avec la CERC aussi, qui va nous aider à faire l'analyse du modèle. Le modèle proposé est celui du bureau d'études énergie de demain, qui dispose de deux outils, un outil de base de données CITER qui en fait modélise les consommations de tout le parc bâtiment en détaillant vraiment la typologie de tous les bâtiments, et un outil de scénarisation qui est Probat, où là justement on va essayer de faire bouger les curseurs par rapport à des scénarios de rénovation. Jusqu'où faut-il aller pour atteindre l'objectif visé à 2050 d'une réduction de 50% des consommations d'énergie. On va essayer de voir un peu l'ampleur des enjeux pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a acheté les droits avec cette étude d'accès à la base de données pour 2 ans. Et donc, la CERC pourra sortir des analyses types par territoire intercommunaux. Je pense que ça va être à l'échelle intercommunale, gratuitement à disposition de toutes les intercommunalités. Et sur rémunération, pourra faire des études un peu plus poussées à la demande. Ensuite, cette année, nous avons démarré avec un groupe de travail régional rassemblant quelques collectivités, une démarche pour essayer d'inciter les collectivités à faire des petits travaux d'isolation permettant d'avoir des économies d'énergie rapidement, avec un temps de retour sur investissement rapide et des travaux peu coûteux. L'idée, c'est de se dire il y a différentes manières d'intervenir en réhabilitation. Il y a les réhabilitations lourdes, les opérations lourdes globales sur un bâtiment, mais il y a aussi ce qui relève plus de la maintenance ou de l'exploitation du bâtiment, tous ces petits travaux qu'on peut faire indépendamment d'une opération globale et qui sont quand même vecteurs d'économie d'énergie et qui en plus permettent de mieux connaître son patrimoine et de rentrer dans une démarche vraiment de management de l'énergie. Donc c'est pour nous une première étape, une première porte d'entrée pour amener les collectivités à gérer leur patrimoine différemment, avec cette pression qui va arriver encore plus fortement avec la sortie du décret tertiaire, de réaliser des économies d'énergie avec des échéances à respecter et des gains à respecter. Donc là, ce qu'on propose, c'est un apport d'ingénierie avec un bureau d'études, on travaille avec le bureau d'études ERES, qui va mettre au point des documents types pour que les communes, pour faciliter en fait l'achat de petits travaux par les communes. Donc on s'est focalisé sur l'isolation de combles perdus et de calorifugage de réseaux de chauffage, parce qu'en fait, ce sont les travaux qui génèrent les primes les plus importantes de certificats d'économie d'énergie. Donc l'idée du dispositif, c'est bien de réduire les coûts des travaux pour inciter à faire ces travaux de manière massive dans un temps assez court, d'ici 2 ans, et donc d'utiliser la manne des certificats d'économie d'énergie.
Donc on va élaborer tous les documents types, que ce soit même les conventions de groupement de commandes, les modèles de délibération, le DCE de travaux, DCE diagnostic technique préalable si besoin. Tout ça va être mis à disposition des coordinateurs volontaires de ces groupements de commandes. Donc ça peut être l'EPCI, ça peut être une commune de l'EPCI, parce qu'en groupement de commandes, il faut que l'acheteur, que le coordinateur soit aussi acheteur. Et puis, notre bureau d'études aura un petit peu de temps aussi pour accompagner les collectivités pour adapter ces documents. Alors, on travaille aussi en groupe de travail parce qu'on s'est rendu compte que les différentes collectivités intéressées avaient des modalités d'intervention très différentes. Donc, certaines ont l'habitude de valoriser les certificats d'énergie, d'autres non. Donc, on ne va pas opter pour le même scénario selon le cas. Voilà. Ok. On a juste deux petites éco-conditions pour les combles. C'est qu'on souhaite qu'il y ait une performance énergétique très importante, au-delà même de ce qu'exige la fiche standardisée des C2E. Et on souhaite impulser à l'usage d'éco-matériaux, donc de matériaux biosourcés, qui ont un temps de déphasage intéressant, surtout dans nos climats, pour le confort d'été. Donc il y aura aussi possibilité d'avoir des subventions régionales au cas par cas pour compléter l'aide à l'ingénierie si les groupements ont besoin d'un petit coup de pouce financier pour la mise en place de toutes ces démarches administratives. C'est quand même un poids administratif pour le coordinateur. Et puis pour les travaux, selon le restant à charge des collectivités sur le montant des travaux, parce qu'on souhaite aussi que des petits travaux soient mis en œuvre, même s'ils ne sont pas éligibles au C2E. Tant qu'à faire, s'ils sont générateurs d'économie d'énergie, c'est intéressant. Donc comment faire? On a créé une page dédiée au dispositif sur le site de l'ORECA. Donc on référence au fur et à mesure les coordinateurs qui se déclarent. Donc pour l'instant, officiellement, nous n'avons que le parc naturel régional du Luberon parce qu'on démarre. On a tout juste démarré la diffusion de la communication dans les réseaux. On commence à avoir pas mal de contacts. On a la métropole aussi Aix-Marseille qui y travaille avec nous depuis le début. On commence à avoir des contacts avec les deux autres métropoles, avec des territoires plus ruraux. Donc il ne faut pas hésiter à se faire connaître. La première étape, c'est surtout de nous contacter, de se faire connaître. Et puis on verra à la rentrée, on aura une date du prochain groupe de travail courant septembre ou début octobre, où on va finaliser un peu les documents et les différents scénarios dont ont besoin les différents territoires. Voilà, on a aussi quelques petits outils que l'on diffuse à discrétion aux collectivités. Parce que des outils qu'on utilise, nous, qui sont issus aussi de l'ingénierie, mis en œuvre en interne à la région par la direction des lycées, qu'on a un petit peu réadapté. Donc l'idée, c'est bien, quand on donne une subvention, d'essayer d'impulser une exemplarité dans les projets. Donc on parlera des aides financières après. Mais juste pour vous dire voilà, que s'il y a besoin, on peut mettre à disposition un petit référentiel technique sur la qualité environnementale du bâtiment qui reprend grosso modo les thèmes des démarches BDM. C'est tout à fait en cohérence avec la démarche BDM. Et on a également un cahier des charges d'AMO, programmation, qualité environnementale du bâti, qu'il est important d'utiliser dès le programme, mais sur toutes les phases de l'opération jusqu'au suivi d'exploitation, jusqu'aux 2 ans du suivi de l'exploitation. Et donc on a prévu avec Envirobat BDM de continuer à travailler sur ces outils-là de la conduite d'opération dans l'année qui vient. Dernier outil, c'est l'observatoire EFINERGIE, l'observatoire BBC, qui va devenir pour la page régionale l'observatoire bâtiment exemplaire. Donc c'est un observatoire national, hein, c'est EFINERGIE qui gère cet observatoire-là. Et il a développé avec les régions des pages régionales, donc qu'il adapte en fonction des attentes des régions. Donc c'est cofinancé aussi dans le cadre du CPER avec l'ADEME. Et on travaille sur une adaptation de cet outil pour valoriser en premier plan les bâtiments exemplaires qui répondent à tous les critères, donc vraiment les démarches niveau OR plus de BDM. Donc il y aura, je pense, une bonne dizaine de projets qui seront mis en avant comme ça. En général, les projets qu'on soutient financièrement y figureront. Et il y a toute une possibilité de sélection de projets, de recherche dans le catalogue de la région, où il y a tous les projets EFINERGIE, tous les projets
soutenus par la région, des projets BDM. Et il y aurait une possibilité de sélectionner aussi des projets selon une spécificité thématique. Un projet n'est pas forcément exemplaire partout, mais il peut être intéressant à valoriser pour une exemplarité technique particulière. Par exemple, un projet très exemplaire sur la ventilation naturelle, un autre sur la végétalisation. Voilà, donc on va essayer comme ça de porter à connaissance ces projets pour être une aide aussi en termes de repères. Merci Catherine. Je vous propose une ou deux questions. Bon, très bien. Catherine abordera la partie financement vers la fin de l'atelier. Nous allons maintenant donner la parole à Bérangère Denis, Alcia Conseil. Donc, oui, c'est ça. Bonjour, donc Bérangère Denis, je suis avocate au barreau de Lyon. Alors on n'est pas tout à fait en climat méditerranéen, mais on commence à avoir des températures qui s'en approchent, mais sans le bénéfice de la mer. Donc je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et ma mission en fait ça a été de construire avec Envirobat BDM un guide pour aider les acheteurs publics à justement passer commande de cette démarche Envirobat BDM et de voir comment ça devait se manifester ensuite dans les autres contrats de la commande publique qui sont nécessaires à l'opération de rénovation ou de construction qui soit du coup dans une logique de développement durable. Donc là, la présentation va être assez rapide et en fait, il y a un guide qui est en cours d'élaboration et qui sera du coup accessible pour l'ensemble des collectivités pour les aider du coup dans cette démarche. L'intégration d'une démarche environnementale dans l'acte d'achat, c'est aujourd'hui une obligation et c'est bien évidemment une nécessité. Les acheteurs publics doivent aujourd'hui intégrer des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Ça, c'est quelque chose, c'est un principe qui est vraiment posé dans le nouveau code de la commande publique. C'est une obligation. Et le Conseil d'État l'a rappelé, c'est une obligation de moyens. Alors c'est un peu dommage, on aimerait bien avoir une obligation de résultat qui aille derrière, mais bon, on commence et c'est déjà ça. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir à l'idée, quand on est acheteur public, qu'il faut avoir en tête ces dimensions de développement durable, écologique, etc., parce que ça fait partie des obligations en matière d'achat. Pour intégrer du coup cette logique de développement durable, il y a plusieurs outils qui sont accessibles dans l'acte d'achat. C'est passer par les critères d'attribution du contrat lui-même, intégrer des spécifications techniques du coup respectueuses de l'environnement et aussi fixer des conditions d'exécution qui soient dans cette logique, encore une fois, de développement durable. Et donc, il y a des acteurs tels qu'Envirobat BDM qui s'inscrivent dans cette démarche et qui accompagnent du coup les collectivités pour mettre en œuvre leurs projets. Alors, BDM est-il un label ? Je pense que la présentation d'après reviendra un peu plus sur ce qu'est une démarche QDM et BDM. Mais la question que moi, je me suis posée en tant que juriste, c'est est-ce que c'est ou pas un label ? Parce que le Code de la commande publique nous dit un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, etc. remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir des ouvrages, des produits, des services. Or, la démarche BDM, c'est justement dire que l'ouvrage devra répondre à un certain nombre de critères environnementaux, sociaux, etc. Donc, quand on reprend cette définition, on a tendance à se dire que bah oui, finalement, BDM, c'est un label de qualité environnementale. Sauf que les labels, dans le Code de la commande publique, ils sont utilisés justement pour poser des obligations en termes de labels aux candidats. Dire par exemple, en termes de restauration, moi je veux que la viande ce soit que du label rouge ou des choses comme ça. Or nous, en fait, ce qui va se passer, c'est que la démarche BDM, c'est pas un label qu'on va imposer aux constructeurs dans la réalisation de leur achat, mais c'est en fait finalement le résultat, la solution qu'on veut. On veut un projet qui soit labellisé BDM, bronze, argent, voire même or, pour vraiment les très très bons élèves. Donc on n'est pas tout à fait dans cette logique de label de la commande publique, parce que là, c'est pas quelque chose qu'on va imposer au début, mais c'est plutôt le résultat en fait qui est souhaité. Et surtout, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est que la démarche BDM ne fait pas appel à des organismes de certification comme le COFRAC ou l'AFNOR, mais c'est au contraire un label qui est accordé par l'évaluation par les pairs. Donc, en fait, quand on reprend certains guides ministériels, on nous dit que pour être véritablement un label, il faut être cofraqué ou certifié par un organisme tel que l'AFNOR, et nous, ce n'est pas le cas. Envirobat BDM, c'est vraiment une démarche par les pairs. Donc, on n'est pas tout à fait non plus dans ces définitions du label. Donc, moi, à titre prudentiel, je recommande de ne pas considérer Envirobat BDM comme un vrai label au sens de la commande publique, mais plus comme une démarche qui sera intégrée, elle, dans les suggestions techniques. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu ces différents points, il faut se poser la question de
moi, en tant que collectivité publique, en tant qu'acheteur, en tant que politique ou en tant que service technique, je veux faire du BDM, comment est-ce que je fais? Eh ben, il faut passer par Envirobat BDM. C'est pas plus compliqué que ça. Et comment est-ce que je fais pour contracter avec Envirobat BDM? Alors, bien évidemment, je peux passer à un contrat classique de prestation de services pour avoir une assistance et maîtrise d'ouvrage, etc. Mais la démarche BDM, c'est pas tout à fait ça. La démarche BDM, c'est un accompagnement, une réflexion tout au long du processus, avec un accompagnement aussi pour la livraison et aussi en phase d'usage. Il y a conception, réalisation et usage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un contrat directement avec Envirobat BDM, qui est une association loi 1901, pour bénéficier de cette démarche BDM. Et donc, là, il y a 3 possibilités pour ne pas se soumettre au droit de la concurrence et publicité. C'est en raison du montant du marché, ou alors en raison des droits d'exclusivité et de l'absence de concurrence, ou encore du caractère innovant de la démarche. Je pense que vous connaissez tous, du coup, ce petit seuil des 25 000 € hors taxe. On nous dit qu'en dessous du seuil de 25 000 € hors taxe, on n'a pas besoin de procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalable avant de passer un marché. La seule difficulté, c'est que quand on reprend vraiment la définition de ce critère, on nous dit que c'est l'opération elle-même qui doit répondre à un besoin qui est estimé à moins de 25 000 €. Et finalement, l'opération là, qui est visée par la collectivité, c'est pas juste d'avoir une démarche, c'est bien de mener un projet de rénovation, de construction, etc. Donc là, le budget de 25 000, il est complètement explosé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dérogation pour les petits lots qui sont justement de moins de 25 000 €. Et là, du coup, typiquement, c'est le cas. Donc on peut considérer que cette démarche BDM, cet accompagnement BDM, ça fera l'objet d'un lot qui est fait de moins de 25 000 € et qui donc, lui, peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence. L'autre possibilité, c'est de passer à un marché sans publicité ni mise en concurrence en raison des droits d'exclusivité. C'est tout simple, mais en fait, Envirobat BDM, cette démarche, elle est enregistrée à l'INPI. C'est une marque déposée. Donc si vous voulez faire aujourd'hui la démarche BDM, vous devez passer par Envirobat BDM. Et donc en raison des droits d'exclusivité, vous n'avez pas besoin de passer par de la publicité et de la mise en concurrence. Et enfin, il y a un petit dernier que moi j'aime beaucoup, qui est peut-être un petit peu nouveau. Ça, c'est les critères du coup sur l'exclusivité. Je passe. C'est le recours aux achats innovants. Ça, c'est un décret de 2018 qui nous dit que pendant 3 ans suivant la publication du décret, pour les achats de moins de 100 000 €, dès lors qu'on est dans un achat innovant, on peut recourir à cet achat sans publicité ni mise en concurrence. Oui, j'en vois qui haussent un peu les sourcils, là, ça me fait plaisir. C'est du coup quelque chose d'assez novateur, en sachant qu'en plus, la définition de l'innovation, elle est entendue de façon très large par la DAGE, par la Direction des affaires juridiques, et on nous dit du coup, finalement, que pour être en présence d'un achat innovant, ce sont soit des nouveaux procédés de production ou de construction, soit une nouvelle méthode de commercialisation ou une nouvelle méthode organisationnelle dans une pratique, ou l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. C'est vraiment très très large. Donc c'est évident qu'un accompagnement participatif, et sur les 3 axes que sont la conception, la réalisation et l'usage, on est dans l'innovation. Donc si vous avez des projets de moins de 100 000 €, ce qui est possible pour de la rénovation, notamment on l'a vu, des projets qui sont encouragés sur des plus petites échelles aussi, eh bien, allez-y. La seule chose qu'il faudra faire, c'est se déclarer à un organisme qui va justement recenser ces marchés dès lors que vous êtes au-dessus de 25 000 € pour voir justement si ça fonctionne auprès des collectivités. Donc, allez-y. On a cet outil qui est ouvert pendant 3 ans. Franchement, je pense qu'il faut y aller. Donc, voilà. Donc, vous avez ces 3 pistes pour recourir du coup à la démarche BDM. Les lots à moins de 25 000 €, les achats innovants et les achats sans publicité ni mise en concurrence en raison justement des droits d'exclusivité détenus par Enviro BDM sur sa démarche BDM. Ensuite, comment s'articule la démarche BDM avec le projet de construction ou rénovation lui-même? Il y a une des choses qui est intéressante, c'est le sourcing. On n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, mais ce qui est quand même essentiel, bien évidemment, c'est la définition du besoin. Et donc, pour définir correctement son besoin, le sourcing, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. La seule chose qu'on nous recommande avec le sourcing, c'est-à-dire qu'en fait, on va associer des partenaires, notamment privés, à la définition du besoin pour qu'ils nous aiguillent sur définir une enveloppe, une solution technique, etc. Et donc là, les seules difficultés, mais elles ne sont pas toutes petites, c'est qu'il va falloir veiller ensuite à ce que ce partenaire privé qu'on aura sollicité en amont ne soit pas privilégié dans le reste de la procédure d'achat. Et donc, on a tendance à dire que le sourcing, c'est un outil vraiment très intéressant, il faut s'en saisir, mais c'est peut-être réservé aux collectivités qui ont véritablement un service achat et qui donc ont l'habitude de passer ce type de contrat. Donc, prudence pour le sourcing.
Et donc l'articulation de la démarche avec les contrats de la commande publique, ce qui est vraiment fondamental de retenir ici, c'est que la démarche BDM, c'est une prestation de service qui est assurée du coup par l'association Envirobat BDM afin d'accompagner les acheteurs publics pour une conception, une réalisation et un usage des locaux et autres équipements réalisés ou rénovés s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Mais cette démarche ne comporte en tant que telle aucune prestation de travaux, de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment quelque chose qui se fait en parallèle, en amont, tout au long aussi de la procédure et bien en aval. On n'est vraiment pas dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc le recours à la démarche BDM doit être réalisé en amont de la préparation du projet et la démarche devra ensuite être menée tout au long du projet en parallèle du coup des autres contrats nécessaires à la réalisation du projet lui-même. Je vous ai fait un petit schéma qui passe pas très bien, mais pour bien comprendre, parce que souvent les collectivités ont tendance à se dire, mais du coup moi si je fais appel à Envirobat BDM, c'est mon assistant à maîtrise d'ouvrage, ou c'est lui qui va m'aider à passer les contrats, etc. Non, c'est pas le cas. Envirobat BDM, c'est l'organisme qui va accompagner et délivrer du coup la labellisation or, argent, bronze, etc. Donc recourir à Envirobat BDM, c'est pouvoir ensuite dire, moi mon programme, mon équipement, il est BDM or, il est BDM bronze, etc. Et donc, c'est tout l'accompagnement qui va être fait au travers de cette démarche, avec cette démarche participative pour viser une qualification toujours supérieure des intervenants et aussi toutes les commissions, parce qu'il va falloir présenter le projet, qu'elle passe dans les différentes commissions pendant les 3 phases, etc. Mais donc, ce n'est pas l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, on voit bien qu'il y a 2 circuits en fait, qui sont parallèles. Et donc, une fois qu'on est engagé dans sa démarche Envirobat BDM, il faut ensuite passer du coup les autres types de contrats, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, s'il y en a besoin, la mission de maîtrise d'œuvre aussi, éventuellement un marché global, si on rentre dans les différents critères pour les marchés de conception, réalisation, les marchés globaux de performance, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, et ensuite les marchés de travaux qui seront nécessaires de façon classique. Voilà. Et donc, le contrat conclu entre l'acheteur et Envirobat BDM pour la mise en place ne remplace pas les contrats classiques qui seront donc nécessaires. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est que pour passer du coup les autres contrats, il va falloir faire appel à un accompagnant BDM pour justement faire cette interface entre l'association elle-même et les collectivités. Et donc, il va falloir décliner cet accompagnement au sein des documents de la consultation pour qu'il y ait un véritable accompagnement qui soit fait, mais tout en respectant, encore une fois, le droit de la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et l'égal accès à cette commande publique. Et donc, ça, ce sont des éléments qui seront définis ensuite dans les spécifications techniques, dans les différents documents du coup, qui seront nécessaires pour l'opération. Donc on reprend du coup tous les éléments des spécifications techniques. Voilà. Hop. Différentes démarches. Et donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux collectivités à ce moment-là. C'est soit de prévoir que cette interface avec Envirobat BDM fera partie des conditions d'exécution du marché. Et donc, on va dire, par exemple, au candidat, dites-nous dans la note méthodologique, si vous connaissez bien la plateforme, comment est-ce que vous comptez vous y prendre, comment vous allez assurer cette interface. Ou alors, une autre possibilité, c'est de le mettre parmi les critères de sélection, mais pas dans la qualité de l'équipe, parce que là, ce serait un peu trop privilégié, peut-être Envirobat BDM, mais en tout cas, dans les conditions d'exécution, dans la valeur technique. Et donc, mettre dans les sous-critères de la valeur technique, justement, comment concilier, du coup, le projet lui-même avec cette démarche Envirobat BDM. Et donc, dans les guides, on va vous proposer du coup différents types de clauses que vous pourrez intégrer dans vos contrats et reprendre du coup un peu par type de contrat. Voilà. J'essaie de faire rapide. Je sais que vous n'avez pas assommé. Vous avez peut-être des questions? C'est un peu technique, hein, mais il y a le guide du coup qui reprendra bien en détail et qui devrait être vraiment pratique normalement. Oui. C'était vraiment, c'est pour vous appâter en fait. Un peu. Oui, parce que ce PowerPoint a été finalisé hier soir, donc il n'est pas sur les clés USB que je vous ai distribuées encore. Vous avez vu peut-être des petits passages en jaune, c'était encore les passages, voilà. Donc, par contre, ce guide est en cours de production. Je peux vous envoyer le PowerPoint dès demain pour ceux que ça intéresse. Et pour le guide, dès qu'il sera sorti. Voilà. Mais simplement, il faut vous signaler, oui. C'était pour revenir sur la notion de label, démarche, pas label. Ça a toujours été un petit peu confus dans l'esprit d'Envirobat BDM, ce sujet, parce qu'on a eu aussi d'autres avis qui considéraient, par exemple, que pour être cofraqué, on appelait ça plutôt une certification. Certification HQE, certification BREEAM, etc. Alors que, par exemple, Nature et Progrès, qui n'est pas cofraqué pour l'agriculture, est
en tout cas, s'appelle un label. Donc c'est vrai que c'est pas très. Mais moi, j'entends ce que vous m'avez dit, hein, mais c'est voilà, si on peut creuser la question. Mais je comprends tout à fait, parce que moi, quand j'ai été saisie de la question, je me suis dit, mais c'est un label. Quand on reprend la définition du Code de la commande publique, c'est des spécifications techniques, on nous en dit pas plus. Banco, c'est un label. Sauf que quand on creuse un peu plus, moi, j'ai quand même trouvé des guides qui émanent notamment du ministère de l'Intérieur ou de l'économie, développement durable, etc., qui relient cette notion de label avec la certification. Donc, à titre prudentiel, et comme on n'a pas beaucoup d'autres ressources, on a tendance à dire, attention, vous n'êtes pas certifié, vous n'êtes pas cofraqué, etc. Donc, oui, on pourrait dire que c'est un label au sens de la commande publique, mais on voit bien que c'est pas non plus tout à fait la même finalité, parce que là, on va pas demander aux gens, du coup, de détenir un label Envirobat BDM pour faire de l'Envirobat BDM, alors que c'est justement la finalité. Donc ça colle pas très très bien quand même. Donc moi, j'aurais tendance à dire, restons à la limite sur cette qualification de démarche, tant que le flou juridique autour du label n'est pas complètement tranché. Voilà. Elle nous va bien aussi, hein, le mot démarche fonctionne bien aussi. Hein. Et ça va bien parce que c'est pas juste intervenir en fin de circuit pour dire vous avez rempli tel critère. C'est vraiment une approche en amont. Oui, tout à fait. Et participative, pas juste de sanctions. Oui, tout à fait. Exactement. Mais c'était pour clarifier les choses parce que ces débats ont lieu aussi dans l'agriculture. Voilà, c'est les mêmes questions qu'on se pose à l'IFOAM sur les certifications participatives. Donc, voilà. J'aurais aimé vous en dire plus, mais. Non, mais c'était déjà pas mal. D'autres questions ? Une question sur le guide. Le guide sera en libre accès, on pourra tous l'avoir ? Oui. Il me semble que oui. Il est en grande partie écrit, il faut faire la mise en page, l'introduction, la conclusion. Mais il sera accessible normalement à tous, à toutes les collectivités qui le souhaitent. Oui, ça va, il ne sera pas que destiné aux collectivités locales. Oui. À tous, hein, il me semble. C'est vraiment un outil pour communiquer, pour informer sur les outils qui sont accessibles, comment y recourir. Donc plus il sera diffusé, et mieux ce sera. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. Nous, on a passé, donc la direction des lycées a passé un marché avec Envirobat BDM sans mise en concurrence. Et ça marche très bien, parce que c'est vrai que comme il y a l'inscription à l'INPI, c'est vrai que du coup, on n'a pas cherché, marché à bon de commande pour évaluer toutes les opérations au lycée, et c'est impeccable. Et du coup, vous êtes raccroché à la deuxième hypothèse de la marque justement détenue, c'est ça ? Oui, de la marque détenue, sans de l'exclusivité de la démarche, donc un marché sans mise en concurrence au titre de l'exclusivité. Et vous n'avez pas eu de retour du contrôle de l'égalité ? Rien du tout, non. Du moment qu'on joint le certificat INPI, là, hein, le document justificatif de l'INPI, il n'y a plus de questions. Voilà. Oui, il faut le joindre en pièce justificative, donc Envirobat BDM le donne sans problème. Et c'est vrai que nous, dans les démarches BDM, ce qu'on a remarqué quand même avec le temps, au début, on ne le faisait pas, c'est-à-dire qu'on avait nos AMOQE qui étaient accompagnateurs BDM, parce que c'est des missions assez proches quand même, et c'est assez facile pour la MOQE de faire le travail de l'accompagnateur BDM. C'est une économie d'échelle quelque part, on trouve. Mais on a quand même prévu du temps dans les CCAP, pas au tout début, mais on l'a fait après avec le temps, avec l'AREA, de prévoir du temps pour les équipes de maîtrise d'œuvre, l'architecte et le bureau d'études pour pouvoir participer, parce qu'ils y passent du temps quand même à coélaborer avec les accompagnateurs, les PowerPoint, à venir en commission. Oui, parce qu'ils peuvent assister aux commissions. Ah ben ils doivent même, ils doivent. Il n'y a pas que l'accompagnateur, effectivement. C'est ça. Et puis et du coup, c'est incitatif pour les impliquer, même sur la phase d'exploitation, parce que sinon, on les perd, quoi. Une fois que le bâtiment est livré, ils sont plus là, quoi. Puis c'est même intéressant pour eux, après, pour la suite des autres marchés qui pourront être lancés, de pouvoir dire, moi, j'ai déjà assisté à une démarche BDM, j'ai présenté lors des commissions, etc. Parce que ça pourra faire partie, après, des critères aussi de sélection, du coup, des offres qui sont remises sur, justement, comment gérer cette interface avec Envirobat. Tout à fait. Oui, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien compris. Il y a bien une différenciation entre le marché que vous passez avec Envirobat pour avoir la démarche, et celui que vous passez avec l'accompagnateur BDM qui, lui, doit accompagner, et qui, lui, fait l'objet d'un appel d'offres classique en fonction du montant qu'on est supposé imaginer pour ça. En sachant que cet accompagnateur, du coup, il peut intégrer soit l'équipe d'AMO, soit l'équipe de maîtrise d'œuvre, etc. Donc, mais oui, tout à fait. Oui. La démarche mais c'était bien et ça. l'accompagnateur, c'est pas la même chose. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Vous avez bien compris. D'autres questions ?
Bien. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, à nous écrire un mail ou vous pouvez également écrire à Maître Denis. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante de Frédéric Corset d'EnviroBat BDM qui va vous en dire un peu plus sur la démarche et comment ça fonctionne. L'idée, c'était de parler un petit peu de comment ça marche. On a déjà un petit peu abordé le sujet avec Bérangère, mais voilà, pour que tout le monde soit un peu au même niveau de connaissance de ce qu'est la démarche BDM et QDM, Quartier Durable Méditerranéen. Bon, ça, je passe. Déjà, pour vous dire comment ça marche, les valeurs qui portent cette démarche, et ben d'abord, c'est l'aspect participatif, justement. Effectivement, la démarche... merci Jérémy. La démarche BDM et QTM, Quartier durable et bâtiment durable, sont des démarches d'évaluation. Ce sont des outils d'évaluation environnementale, donc des projets de bâtiments pour BDM et de quartier pour QDM. Et la spécificité vraiment très très forte de ces deux démarches, c'est qu'elles sont faites de manière participative, c'est-à-dire que c'est une évaluation faite par les pairs, faite par des professionnels qu'on voit ici. Il y en a 6 ici, 6 ou 8. Ce sont des gens qui parfois construisent, architectes, bureaux d'études, associations, entreprises, donc qui ont les mêmes problématiques que la personne qui est en train de présenter son projet. Et c'est cette évaluation participative qui vaut pour BDM. Elle n'est pas nouvelle, c'est pas nous qui l'avons inventée, hein. Elle existe depuis les années 60. Les tout premiers à faire ça, c'est Nature et Progrès, dans le domaine de l'agriculture bio. Voilà, c'est des démarches qui sont rassemblées au sein de l'IFOAM en Europe. Il y a énormément de démarches participatives dans l'agriculture en Amérique du Sud, qui sont même cette fois-ci certifiées, ce qui n'est pas fait en France. Voilà, certifiées, donc l'équivalent du COFRAC en Amérique du Sud, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Et l'idée, c'est surtout de faire progresser. Voilà, l'idée, c'est de faire progresser les projets. C'est-à-dire que cet outil, c'est pour ça que le mot démarche va bien aussi, parce que l'objectif final, c'est bien pas d'avoir un petit tampon. Ça, je le répète, je crois que je le dis 10 fois par jour, parce que le petit tampon, au bout de 3 ans, tout le monde l'aura oublié. Mais l'objectif, c'est bien de se servir de cet outil pour faire progresser le projet de bâtiment ou de quartier. Voilà, c'est de réinterroger de manière itérative le projet avec les indicateurs pour dire oui, est-ce que j'y ai pensé, non, est-ce que j'y ai pas pensé. C'est une forme de checklist en fait pour faire progresser le projet. Pas seulement les indicateurs, mais aussi la commission dont on vient de parler, cet événement public, au travers des débats qui ont lieu avec la commission, avec le public. Ces événements sont publics, donc le public est amené aussi à poser des questions, à apporter des éléments parfois de débat sur le sujet, débats qui peuvent être parfois vifs sur certains sujets, comme on en a parfois. Voilà. L'idée, c'est aussi que ça soit simple, c'est-à-dire que ces indicateurs, ils sont compréhensibles par tout le monde, par le maître d'ouvrage, qui n'est pas toujours un technicien. Alors, pour le valider, cet indicateur, il faut évidemment parfois avoir une étude, il faut qu'il y ait un technicien qui soit là pour le valider, mais pour comprendre cet indicateur, il est en mettre de rédiger de manière simple. Quand on parle d'eau, quand on parle de confort d'été, c'est des choses qui sont compréhensibles par tout le monde. Après, pour valider l'indicateur, ça peut être un peu plus compliqué. Mais par contre, ce qu'on demande, c'est qu'on ne demande pas de calcul supplémentaire. Cette démarche, elle s'inscrit dans des démarches qui sont déjà faites dans le cadre de la gestion de projet ordinaire d'un projet. Voilà. Cette démarche, elle évolue pas à pas. Elle a maintenant 10 ans pour la démarche bâtiment et seulement 2 ans pour la démarche quartier. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il y a des projets qui traînent un peu, parce que je y passe 3 fois, il y a des projets qui sont arrivés en 2009-2010 et qui passent seulement en phase de réalisation fonctionnement. Donc on regarde la grille qu'on avait écrite il y a 10 ans et qu'elle est bien loin de celle qui est aujourd'hui. Donc cette démarche évolue tous les ans. Tous les ans, il y a des groupes de travail qui la font évoluer. Voilà, sur plein de sujets. Je pense que, par exemple, la journée d'aujourd'hui sera un bon apport pour faire évoluer la démarche. Il y a un des indicateurs que je ne supporte pas dans la démarche, c'est par exemple que nos végétaux ne consomment pas d'eau. On a bien vu que ce n'était pas très opérant sur plein de choses. Voilà, je pense qu'un cactus, ce n'est pas très opérant sur le confort d'été de nos bâtiments. Donc voilà, c'est toutes ces constructions progressives qui font évoluer cette démarche et qui fait qu'elle évolue très vite en général, avec des groupes de travail participatifs aussi. Je veux dire, on invite tous les adhérents, tous les accompagnateurs à venir participer à ces journées pour évoluer la démarche, pour faire évoluer la démarche. Voilà. Voici, c'est une démarche, oui, ça semblait évident, mais c'est évidemment pas une démarche qui ne s'intéresse qu'à l'énergie, c'est surtout une démarche globale, une démarche qui traite de 7
thèmes en bâtiment et 8 thèmes, puisqu'il y a un thème de la mobilité en plus sur le quartier. Donc ce n'est pas une démarche uniquement énergétique, hein, parce qu'en fait, finalement, ce qui est un peu compliqué dans le bâtiment ou dans l'aménagement, c'est que peut-être ailleurs aussi, c'est que quand si je m'intéresse à quelle énergie, peut-être c'est facile de gérer que ces consos. Par contre, souvent, les problématiques qu'on peut avoir là vont percuter et vont aller à l'inverse d'autres problématiques en qualité de vie, en confort et santé. Les enjeux peuvent se contredire. Je ne sais pas, prenons un exemple sur la densité qu'on voudrait souhaiter dans un quartier, par exemple. Elle veut aller à l'encontre, par exemple, de parcs ou d'espaces végétaux ou d'espaces perméables qu'on voudrait au sol, va parfois contredire l'aspect dense qu'on voudrait avoir. Donc c'est bien l'équilibre qu'on a entre ces différentes thématiques qui fait la justesse du projet. Voilà. Et surtout, ça c'est surtout peut-être encore le plus important que tous les autres, c'est un outil contextualisé parce que, en fait, on ne peut pas évaluer la même chose à Lille, à Marseille et à Gap. L'outil d'évaluation doit aussi être différent parce que les enjeux climatiques ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Donc je m'étais amusé il n'y a pas très longtemps à faire aujourd'hui le bilan du nombre de grilles. On peut faire 300 grilles différentes sur la plateforme aujourd'hui pour évaluer un projet de bâtiment. Hein. Parce qu'en quartier, comme ça fait que 2 ans, c'est naissant, donc on n'a pas autant de contextes différents. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 480 projets depuis 10 ans. Alors c'est à peu près, parce que ça change tous les jours. Voilà. Non, en tout cas, on aura les 500 projets avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr. 1,7 million de mètres carrés labellisés. C'est des événements qui ont lieu chaque mois. Alors en ce moment, c'est même tous les 15 jours, parce que sinon, sinon on est un peu à la traîne, et qui rassemblent en général pour des plus petites commissions qui peuvent être rassemblées 70 personnes, voire des très grosses commissions, plutôt 150, 180 personnes, comme on a déjà vu. Voilà. Et la démarche pour dire qu'elle n'existe pas qu'ici, en fait. Voilà, je sais qu'on est en région sud, mais elle existe ailleurs. Donc, alors, il n'y a personne de Monaco ici, mais la mission de transition énergétique a missionné l'association pour développer le référentiel sur la principauté. Le référentiel est terminé, les groupes de travail ont eu lieu, ils ont été nombreux, et il va être présenté le 23 septembre, je crois, à tous les acteurs de l'acte de construire sur la principauté. Et une première commission aura lieu en fait en novembre prochain, avec une année de test où on doit peut-être reprendre certains indicateurs, faire des formations des accompagnateurs, des membres de commission, etc. Voilà. Mais la démarche, elle existe aussi, elle est déjà fonctionnelle en fait en Occitanie. On a quelques personnes d'Occitanie qui sont là, d'Envirobat Occitanie. Elle est fonctionnelle aussi en Île-de-France. Et elle est naissante en Nouvelle-Aquitaine avec un nouvel acteur qui rassemble les deux centres de ressources de la région fusionnée. Et ce nouvel acteur s'appelle ODIS. Et qui rassemble les deux centres de ressources, Créade et je ne sais plus l'autre, comment il s'appelait. Et ils démarrent leur groupe de travail pour contextualiser la démarche, parce que finalement, quand une démarche elle part d'ici et qu'elle va là, il faut reprendre tous les indicateurs, reprendre tout le fonctionnement, même le process est réinterrogé avec des groupes de travail. Pour la démarche quartier, elle est fonctionnelle ici en région PACA. Elle existe en région Occitanie, mais elle n'a pas encore eu de quartier labellisé. Et par contre, elle devrait aussi avoir les premiers groupes de travail avant la fin de l'année en Île-de-France, qui devraient voir le jour, puisque ça a été voté en décembre dernier à l'unanimité. Et la région Nouvelle-Aquitaine a l'ambition, je ne sais pas où ils en sont, mais ils voulaient faire en même temps la démarche BDM et QDM dans le même temps. Donc je vais voir s'ils arrivent. Voilà. En Europe, nous, on fait partie d'une association CESBA qui regroupe des acteurs un peu similaires à notre label, qui portent aussi ces mêmes valeurs de contextualiser. Pas forcément de participatif, bien qu'on essaie de diffuser cette notion d'outils participatifs dans les groupes de travail qu'on a avec eux, mais en tout cas, la valeur qui rassemble ces acteurs, c'est d'avoir un outil contextualisé au territoire. Comment ça marche? Vu très vite, donc il y a 3 commissions, ça Bérangère l'a dit, hein, on évalue en 3 phases, conception, réalisation, usage. C'est très important parce qu'en fait, il y a 10 ans, BDM était le premier à dire mais ne vous contentez pas de la phase de conception. Ce qu'il y a sur un dessin, c'est pas ce
comment fonctionne un bâtiment. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Et donc ça, c'est très important. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est la seule manière qu'on a trouvé de retourner après sur le bâtiment, 2 ans, 3 ans après, pour avoir des retours d'expérience et pour faire progresser les professionnels. Il s'agit à la fois de faire progresser nos bâtiments, mais aussi de nous faire progresser, nous, d'apprendre avec toutes les conneries qu'on peut faire, quoi. Et toutes les choses bien aussi. Voilà. Et le fameux accompagnateur, Audrey n'est pas là. Ah si, elle est là, elle se reconnaît, elle est sur la diapo. Le fameux accompagnateur dont parlait Bérangère, parce que l'association, elle porte le label, mais organise l'événement, met à disposition la plateforme d'outils, elle met à jour le référentiel. Mais celui qui va faire vraiment progresser le projet, c'est bien l'accompagnateur. C'est lui qui est à l'interface avec la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, on lui demande qu'il ait, nous, 5 ans d'expérience, qu'il soit formé chez nous, qu'il assiste à 3 commissions par an, qu'il ait des convictions. Bon, ça, on l'espère. Voilà. Voilà, et à la fin, ça fait... Donc, juste pour dire comment ça marche, c'est que l'accompagnateur va interroger la grille, il va remplir la grille. C'est l'équipe, nous, en interne, qui allons valider la grille, les indicateurs, qui vont dire oui, ça, d'accord, ça, non, pas d'accord. Ensuite, ça donne 90 points. Et ensuite, les 10 points complémentaires sont donnés dans cette commission participative dont j'ai parlé au début, par les pairs, justement, et qui vont valider en général un niveau sur 100, et avec une médaille à la fin, cap, bronze, argent, or. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais ça marche assez bien, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai peut-être été un peu vite. Et je pense qu'il y en a qui connaissaient déjà un peu la démarche, mais c'était une petite mise à jour. Écoquartiers en général? Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé des spécificités de QDM, je m'en excuse. Donc c'est vrai qu'on a souhaité, en fait la démarche QDM, elle est née il y a quelques années, en fait, du souhait de l'Adréal PACA. Quand le label Écoquartier est né en 2009 à peu près, il était fonctionnel en PACA en région sud en 2012-2013, et tout de suite Adréal s'est dit mais qu'est-ce que ça veut dire un écoquartier pensé à Paris, ici en région sud, quelle est la spécificité locale? Donc Envirobat, elle a annoncé on a fait des envirodébats, on a fait pas mal de groupes de travail qui ont débouché sur des plaquettes. C'est Nicolas qui avait mené ce travail-là à l'époque. Et ensuite, forcément, l'outil est arrivé. Et donc, on a pensé l'outil très en lien avec la démarche Écoquartier, dans une espèce de complétude, c'est-à-dire que la démarche Écoquartier pose des questions, alors que la démarche quartier durable, comme BDM, donne plutôt des moyens des espèces de réponses à ces questions. Et donc, il y a un lien très fort qui est fait, pour l'instant, dans un outil Excel, j'espère à la fin de l'année, en janvier, avec un outil numérique. Mais il y a un lien très fort qui est fait. Chaque indicateur est rattaché à un engagement, et chaque engagement a des indicateurs. Voilà. Et puis, on fait plein de choses ensemble. On devrait peut-être, à la fin de l'année, faire un événement commun sur comment financer un écoquartier et un quartier durable. Voilà, on fait des formations ensemble, on fait des commissions ensemble. Voilà, je suis expert écoquartier en Occitanie. Enfin, on essaie voilà. Et on essaye aussi. Aujourd'hui, on signe le partenariat GRDF. J'espère qu'on signera un partenariat avec le ministère à la fin de l'année pour devenir un partenaire officiel de la démarche écoquartier. Voilà. Très bien. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage. Donc, Monsieur Osseli, qui est maire d'Opio, donc dans les Alpes-Maritimes, et qui va nous parler d'un projet qui a eu lieu sur sa commune. Qui est en phase d'être réalisé. Oui, bonjour à tous. Donc, Thierry Osseli, je suis le maire de la commune d'Opio, petite commune des Alpes-Maritimes du moyen pays, de 2200 habitants. Et on est incorporé dans le comité d'agglomération de Sophia Antipolis. Et là, dans ce cadre-là, j'ai une vice-présidence à la mobilité. Mais sur le mandat précédent, j'avais une vice-présidence à l'environnement et aux énergies renouvelables. Et j'étais à l'origine du plan climat territorial Ouest 06 avec Cannes, Grasse et Antibes. C'est juste pour vous situer un petit peu. Pourquoi commune d'Opio, nous avons décidé de créer, de construire une nouvelle école, un groupe scolaire. Parce qu'on a déjà, dans le cadre du PLU qui date de 2010-2012, on a créé un cœur de village. Un cœur de village qui a multiplié un petit peu nos populations. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas 46 SRU, mais on avait fait un souhait d'accueillir de jeunes familles, dit des jeunes familles, dit des enfants. Donc, on a besoin d'agrandir l'école. On a 2 écoles aujourd'hui, une crèche, mais ça c'est un autre sujet. 2 écoles qui sont distantes une
l'une de l'autre de 2 km, et une qui a une quarantaine d'années et qui est vraiment très vétuste avec de l'amiante, les sols qui s'affaissent, des fissures partout. C'est un peu compliqué, donc on ne pouvait pas trop onéreux de la rénover, et puis on va la destiner à autre chose dans le futur. Et l'école élémentaire, c'est un de mes prédécesseurs a fait l'acquisition d'un hôtel. Donc dans l'hôtel lui-même il a été transformé en école et donc en salle de classe. Et au-delà de 25-26 élèves, c'est fini. La salle ne peut plus fonctionner, il y a des piliers au milieu, c'est très compliqué. Et aussi en très mauvais état. Donc à un moment donné, on s'est dit on va construire un groupe scolaire. Et partant de là, on l'a identifié évidemment dans un secteur, parce qu'on a fait des secteurs de la commune bien marqués, avec différents lieux de vie, hein, mais c'est une petite commune, donc 1000 hectares, et la partie urbaine est environ de 500 hectares, mais les secteurs entre eux sont assez rapprochés. Et on a tout un secteur de loisirs, sport-loisirs, on a un parc de loisirs de 3 hectares, on a fait des acquisitions de terrains agricoles aussi de 3 hectares. Je vais acquérir très prochainement le terrain qui est juste derrière, qui fait 6000 m² pour le potager de la cantine scolaire, de la cuisine scolaire qu'on va construire. Donc l'école, elle est centrée dans une, on va dire dans un endroit, une vallée qui est pleine de verdure. Voilà. On a remis en culture des oliviers, on a replanté 5000 pieds de centifolia parce qu'on est Pays de Grasse, producteur de plantes à parfum, et tout ça avec les enfants des écoles. Donc une fois qu'on a décidé de faire ça, quand on construit une école, on l'a construit pour des années, c'est un lieu de vie pour nos enfants, et en fait d'incorporer des critères environnementaux, des critères écologiques, nous semblait évident, quoi. Je veux dire, de laisser quelque chose de propre dans le futur, et c'est là qu'on a sollicité une démarche d'accompagnement BDM, et on a mis d'ailleurs dans notre cahier des charges sur le concours lancé aux architectes et à la maîtrise d'œuvre. Donc obligation d'avoir un accompagnement BDM dans les équipes. Formé ou pas formé. Si la personne n'était pas formée, on invitait à ce qu'elle le soit, et c'est le cas maintenant. Donc cette école, on voulait évidemment qu'elle soit, oui, j'ai oublié, mais ici, on a l'ancienne école. L'ancien hôtel transformé en école, et ça c'est le nouveau groupe scolaire. Cette ancienne école, école de la Tour, elle sera destinée uniquement du périscolaire, c'est-à-dire sans de loisirs, parce qu'on a un tennis, une piscine déjà qui fonctionne, hein, qu'on fait fonctionner justement pour les canicules là, ils en ont bien profité les gamins, mais périscolaire, sans de loisirs, donc c'est un bâtiment qu'on va rénover, mais qui ne sera pas utilisé pour le scolaire. Donc tout le reste est nouveau, donc vous avez vu la difficulté, vous comprenez la difficulté de construire une école à côté d'un site occupé, évidemment surtout en site scolaire. Donc il faut quand même un chantier propre, hyper propre, des matériaux propres, faciles à mettre en œuvre, le moins possible de poussière et de béton. C'est pour ça qu'on a fait l'option de construire en pierre. Voilà. Pierre massive avec, je dirais, évidemment, du photovoltaïque en toiture. On a de rafraîchissement naturel. Enfin, tous les critères environnementaux. Et là, c'est pour ça que moi, je suis un élu, mais un élu de petit village. Je n'ai pas toutes ces techniques. Hein. Donc, nous, on a la volonté, on avait fixé un cap, on avait fixé la volonté de construire ce groupe scolaire, mais on ne savait pas, je veux dire, les valeurs techniques et l'accompagnement technique, on en avait besoin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné et on a tapé la porte à BDM. Et finalement, on est en phase de conception. Hein. Là, on est en train de négocier avec les entreprises suite à l'appel d'offres en phase de conception. Donc, on a une reconnaissance argent sur le neuf. On avait demandé un bronze sur la réhabilitation. Et ils nous ont attribué de l'argent partout. Voilà. Et la maîtrise d'œuvre et l'architecte nous dit on est à fleur de l'or sur la conception neuve. Également, la commune d'Opio, j'ai lancé il y a une quinzaine d'années un agenda 21. Et dans le cadre de l'agenda 21, on est très participatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des élus, il y a aussi la population, il y a des présidents d'associations. Et ensemble, on a conçu ce projet. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans une salle à la mairie et on a dit voilà, on va construire un groupe scolaire, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, évidemment,
on a un petit peu orienté, mais on a travaillé donc avec les APE, on a travaillé avec les dames de service, de cantine, les services techniques, mes élus évidemment, et des intervenants en termes de plomberie, d'électricité, déjà pour rentrer, et oui, le centre de loisirs aussi, l'association qui s'occupe, c'est l'IFAC, hein, qui s'occupe de notre périscolaire. Donc on a fait une concertation assez large au niveau de la conception. Voilà. Et quand les plans sont sortis, avec les architectes, on a réuni encore une fois tout le monde. Et alors, vous savez, c'était du détail, la petite pièce qui va bien pour la lessive, pour le balai, la petite pièce qui va là. Enfin, voilà. Donc, on a conçu ensemble ce projet. Donc, écoutez, moi, je verrai à la construction, parce que je vais être très vigilant à la construction. Je veux qu'il n'y ait aucun dérangement. Ça devrait démarrer cet automne. Donc, vous voyez, et ça, c'est quelque chose qu'on a adoré, c'est-à-dire le petit patio. Et j'entendais tout à l'heure dans la salle plénière où on parlait du patio et que c'était arrivé des Romains. En fait, au milieu de ce patio qui sera, alors ça sera sur rez-de-chaussée, tout autour il y aura les classes de maternelle qui seront au niveau rez-de-chaussée, et ce patio avec évidemment du jardin, une fontaine rafraîchissante, récupération des eaux pluviales, évidemment bassin d'orage, ça on sait faire, et sur la partie étage, ça sera toutes les classes d'élémentaire, voilà, avec du photovoltaïque en toiture. On avait aussi sur l'école existante aucun préau, c'est-à-dire quand il pleut, c'est très compliqué. Donc là, on a du préau, on a des salles polyvalentes, on a du jardin cours maternel, cours élémentaire. On refait le tennis et la salle de sport qui va être détruite dans le cadre de la construction. Voilà, évidemment, des parkings avec des sols perméables. Et tout ça, si vous voulez, conception OK, chantier hyper vigilant, et derrière le suivi, l'accompagnement. Et c'est là que je rentrais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement BDM, c'est impératif. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de construire, mais en fait, il faut petit à petit accompagner et tirer le bilan de ce qu'on a, parce que ça coûte un petit peu plus cher, évidemment. On a fait des options, on a fait des choix qui sont un peu plus onéreux, mais derrière, il faut que ça soit, vous voyez la fontaine ? Voilà. Derrière, il faut que ça soit, je dirais, évidemment, efficace. Le but principal, évidemment, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie pour les 30 à 40 ans qui viennent, et pour nos enfants de plusieurs générations, voilà, qui profitent d'éléments agréables dans un cadre de verdure. Je crois que je vais pas rajouter autre chose, hein. Vous avez compris que je suis convaincu et amoureux de ce qui va se passer. La commune d'Aupure se transforme petit à petit. C'est une commune rurale. Et en fait, on a voulu un accompagnement progressif. C'est-à-dire que le cœur de village, là, une résidence senior qui se construit, la nouvelle école. Je viens de créer une place de village avec des nouveaux commerces. On a 25 commerces autour du centre commercial. Et tout ça dans des lieux bien définis. Voilà. Reliés entre eux par des chemins piétons, reliés entre eux par des pistes cyclables. Je suis à la mobilité, hein, rappelez-vous. Donc, c'est des critères qu'on prend en considération. Et évidemment, végétaliser. J'ai une formation d'espace vert. J'ai une entreprise d'espace vert depuis 38 ans. Et donc, planter des arbres, entretenir des arbres et savoir que tout le bénéfice de la végétation qu'il peut y avoir dans nos espaces. Et autrefois, on a arraché les arbres pour faire des maisons. Aujourd'hui, on en replante. Et ça, on peut s'en féliciter. Voilà. Mesdames et messieurs, je voulais juste vous faire partager avec beaucoup de simplicité notre projet que je trouve extraordinaire, évidemment. Et je remercie tous les gens qui nous accompagnent, la SPL Sophia, les architectes, la maîtriseur et BDM, bien sûr. On a eu un accueil chaleureux. Et la fois que j'ai présenté à la commission le projet, je pense qu'on a séduit pratiquement l'ensemble de la commission. Voilà, merci. Merci. Il y a peut-être des questions. Y a-t-il peut-être une ou deux? Sur le plan économique et financier, cette question-là, puisqu'on va passer aux présentations sur les aides, mais bon, les aides ne font pas tout. Comment ça s'est passé? Bon, on a un budget pour la réalisation là, réestimé à 6 550 000 de travaux. On
on a contracté un prêt, je dirais, à un taux intéressant il y a déjà 1 an. On le rembourse déjà depuis 1 an. Donc, et puis, on a monté tous les dossiers, évidemment, de subventions. Et on fait le tour maintenant. Donc, je fais le tour des chaumières pour récupérer le maximum. Mais là, je pensais qu'on allait pouvoir avoir des pistes de récupération de quelques budgets. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu. Donc j'espère avant ce soir avoir quelques pistes supplémentaires. Vous comprenez que c'est un gros investissement, mais c'est un choix qui a été fait, évidemment. Bon, on a une commune, jusqu'à présent, on n'était pas endetté. Hein, donc, on maîtrisait, on avait une capacité d'autofinancement assez confortable. C'est l'investissement on va dire, d'une vie d'élu. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on a mis quelques temps pour la concevoir. Maintenant, on va la construire. Et puis, mais dans même pas 15 ans, tout sera réglé. Mais effectivement, le BDM, on a un plus 5% au comité d'agglo. Avec la région, là, on est en train de travailler sur les dossiers de subvention avec la région. C'est sur le CRET, je crois. Bon, c'est avec eux sur le CRET. Voilà. Et aussi, on a besoin d'accompagnement dans ce sens-là, parce que des fois, les petites communes sont un petit peu paumées. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les services, je dirais, comme les grosses villes et comme les grosses collectivités. Donc, on a besoin d'être accompagné aussi sur cette phase-là. Et comme je voulais, on n'a pas les expertises financières, on n'a pas les expertises techniques, donc on a besoin d'être accompagné. Et tout ça, je pense que petit à petit, on arrive à trouver. Mais ça ne changera pas le projet. Hein. Je veux dire, je me bats maintenant pour récupérer de l'argent un petit peu partout, mais c'est lancé, on ne s'arrêtera pas. Super. Mais c'est des choix. Et c'est des choix d'élus. Je vous laisse le micro parce qu'il y a une question. C'était peut-être pour engager le... Non mais moi, vous savez quoi? Si on me ferme une classe, je pleure, je me mets devant, je laisse partir personne. Et vous dites que c'est un peu plus cher, oui, à la construction, etc. Oui. Mais mais il y a le terme durable, c'est fait pour durer. Ouais. Donc, oui. Peut-être plus cher à l'investissement, mais vous allez gagner un entretien, etc. Voilà, c'est ça oui, mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous présentez un projet de ce type et que vous présentez aussi également le budget de réalisation, il y a toujours quelqu'un pour dire oulala. Voilà. Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'il fallait jusqu'au bout du raisonnement expliquer. Voilà, on gagne parce que ce bâtiment va durer quelques dizaines d'années normalement. Non, mais aujourd'hui, on a une école au fioul, une école au gaz. Ils ne sont pas isolés, je vous dis. Voilà. Peut-être c'était pour apporter un retour d'expérience sur l'aspect financier qui rejoint un petit peu ce que vous dites. C'était donner l'expérience de la commune de Vologne dans le 04 qui est refait son centre-bourg avec plusieurs bâtiments, équipements publics. Hein. Il y a une maison de santé, il y a une crèche, une école, une cantine scolaire, plus il y a un bailleur social qui construit. Et la commune, quand Madame le maire a pris cette commune, elle était en zone rouge. Le préfet allait passer la commune en vigilance et en tutelle. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de lancer ce projet. Elle a dit on va quand même le faire, on verra si on y arrive. Elle a engagé ce projet, elle a été chercher effectivement une équipe de maîtrisés, accompagnateurs. Elle a été chercher des labels. Et je pense que ça a poussé le projet énormément et ça l'a permis d'aller chercher. Alors, elle est forte là-dedans, hein, Madame Cosra, mais ça lui a permis, ces labels environnementaux, d'aller chercher plein de subventions, en fait, vraiment. Aujourd'hui, ce projet est subventionné. Par le biais de labels. Mais alors, QDM, BDM, il y a Écoquartier, il y en a d'autres. Je ne sais plus ce qu'elle a collectionné, mais ça lui a permis, aujourd'hui, son projet, il est subventionné à plus de 80%. Je ne sais pas comment elle le fait, hein, mais ouais, parce de toute façon, elle n'y arriverait pas. Aujourd'hui, on est à 55%. Oui, mais elle n'y arriverait pas sinon. Mais c'est un très bon exemple. Alors, elle en parlerait mieux que moi, hein, parce que voilà, c'est aussi quelqu'un issu du monde du bâtiment, donc elle maîtrise un peu le sujet. Mais je pense que c'était un vrai outil, en tout cas les labels ou les démarches. Voilà, je vais me rapprocher d'elle. C'est une pro, hein. Oui, juste pour préciser, effectivement, il y a une fontaine d'eau qui est derrière le paravent, là, si vous souhaitez. Oui, c'est pas. Moi, j'ai un bureau d'études. Je suis sur le petit projet avec vous là. Par rapport à toutes les aides financières, la question et la remarque que je suis amenée à me faire là, ces derniers temps pour travailler sur un projet pour la ville de Marseille Vie à la Soleam, c'est que c'est difficile, je vous rejoins, de savoir quelles sont les aides
auxquelles un projet peut prétendre, parce que souvent en tant que bureau d'études, pour des communes ou pour certains maîtres d'ouvrage publics qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas les services pour, ça serait bien que ce soit clair, justement. Sandrine Cosra, apparemment, elle sait quand le portail est tapé. Elle a dû passer beaucoup de temps. Mais déjà, sur la région, on a été mal orienté. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la région qui nous a mal orientés. Non, on a été mal orienté par quelqu'un qui nous a dit à la région, vous tapez sur tel dossier, alors que ce n'est pas celui-ci. Voilà, c'est ça. Et moi, on a dû le retirer et représenter. Voilà. Et j'étais encore en réunion lundi à la région pour d'autres dossiers. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'ai eu d'autres interlocuteurs. Et ah, tiens, il y a tel financement possible. Ah, tiens, il y a tel financement possible. Et voilà. Et alors que je croyais qu'il n'y en avait pas. Voilà. Et non, mais à part le CRET dont tu m'as parlé. Et en fait, il y en a d'autres pour l'énergie, pour ceci, pour les déchets, pour là. Et ouais, et ce serait bien vraiment que je sais pas comment faire. Et puis il faudrait pouvoir les cumuler, quoi. Eh bien, déjà, les deux présentations suivantes sont sur ces questions-là, il me semble. Donc, elles vont être en. Oui, il y a des. On essaie systématiquement maintenant dans les différents dossiers que nous construisons d'aborder cette question-là, orientée vers Catherine Ramos. C'est votre. Vous tombez à pic. Donnez la télécommande. Hop. Alors les aides de la région. Il aurait fallu que je fasse un schéma, peut-être. Oui. Et puis après, nous aurons les. Je ne sais pas si on peut parler d'aide. Alors, avant de rentrer dans le détail des aides de notre direction, c'est vrai qu'à la région, oui, alors ça, c'est pour la direction de la transition énergétique. Sachant qu'il y a d'autres directions à la région, des directions donc thématiques sur le sanitaire, l'enseignement supérieur, sur le tourisme. Et nous-mêmes, en transversalité, on ne connaît pas toutes les aides des autres directions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de directions qui financent du bâtiment. Mais disons que les autres directions, elles vont financer des opérations de bâtiment par rapport à une opportunité de leur politique thématique, par exemple par rapport à la qualité culturelle du projet, par rapport au projet sanitaire, une maison de santé, par rapport aux déchets, etc. Et donc nous, c'est vrai qu'à la transition énergétique, ce qu'on va regarder, c'est la qualité énergétique du projet et de manière plus globale, la démarche de développement durable du projet. Donc on est la seule direction où on critérise, on va dire, les subventions sur cette approche développement durable et énergie. Voilà, les autres directions vont avoir d'autres critères sur leur politique sectorielle. Alors, qui n'est pas cumulable avec le FRAT. Alors le FRAT, c'est encore particulier. Le FRAT, c'est un dispositif de la direction, en effet, qui n'est pas critérisé du tout. C'est-à-dire que c'est une possibilité pour chaque commune de faire une demande de subvention à hauteur de 200 000 € par an pour tout type de projet. Donc c'est un dossier par an, par commune. Bon, après, il y a des arbitrages budgétaires, mais voilà, c'est une possibilité qui existe. Ensuite, sachant que sur une opération, par exemple, si vous émargez à plusieurs directions, il va falloir qu'on se coordonne entre les directions, soit pour faire plusieurs dossiers, et ce qui va être assez compliqué parce qu'il va falloir qu'on scinde les dépenses éligibles. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'on arrive dans le budget de l'opération à identifier un volant de dépenses qui seront gérés par telle direction et un autre volant de dépenses par une autre direction. Donc c'est un peu compliqué quand même. Alors nous, on le fait, on a l'habitude de le faire par exemple avec Nicolas Houdard, qui n'est pas dans mon service mais qui est dans le service agriculture, sur les chaufferies bois. Parce que c'est assez facile à identifier dans le DCE de travaux, la partie chaufferie bois. Donc dans nos fiches d'instruction, moi je vais financer l'opération globale, mais je vais sortir la partie chaufferie bois qui sera financée par l'agriculture. Voilà, ça c'est possible. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plus simple qu'il y ait un dossier de subvention par opération. Et à ce moment-là, c'est le service instructeur qui applique ces critères, même si on pourrait être plusieurs directions concernées. Ça, c'est un peu délicat. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas de solution, de réponse à vous apporter là-dessus. Alors, le FEADER, il est instruit par les services de la région. C'est le service de l'agriculture qui instruit les dossiers FEADER, donc c'est dans notre direction. Mais c'est vrai que c'est des financements particuliers. C'est en dehors du budget classique de la région. C'est inscrit dans la liste des personnes pour recevoir la présentation.
On peut cumuler, voilà. On peut cumuler, par exemple, c'est le cas aussi, donc FEADER, Leader, mais voilà, il y a des règles particulières, par exemple, le Leader, il va financer que ce qui n'est pas finançable de droit commun par la région. Voilà, donc il faut avoir cette lecture-là, quoi. Mais on nous demande les avis, par exemple, sur les projets, sur les fiches Leader aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est déjà un écosystème en soi. Il est vrai qu'il n'est pas évident. Donc c'est vrai que la porte d'entrée, c'est d'entrer par la thématique qui sous-tend le plus votre projet. Soit c'est une thématique fonctionnelle, de politique sectorielle, soit c'est une thématique plus transversale de développement durable. À ce moment-là, il vaut mieux venir chez nous. Donc, au niveau service transition énergétique, donc on va essayer de soutenir au maximum les travaux liés au développement d'énergie renouvelable. Donc, il peut y avoir des dossiers déposés uniquement pour l'équipement d'énergie renouvelable, selon l'équipement d'énergie renouvelable que vous mettez en œuvre sur une opération. Voilà, même si vous n'avez pas obtenu de financement sur le bâtiment lui-même, il est possible d'obtenir sur d'autres approches, quoi. Donc, alors, normalement, non, c'est pas cumulable. Mais par exemple, si on instruit un dossier bâtiment globalement et qui contient des équipements d'énergie renouvelable, on va co-instruire avec les collègues qui gèrent. Voilà, ouais, on le voit normalement. On le voit arriver. En tout cas, nous, au sein du service, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que sur un projet bâtiment global, on applique les critères d'analyse sur le solaire thermique, sur le PV. Voilà. Donc, il y a un gros accent qui est mis quand même sur les énergies renouvelables thermiques, parce qu'on voit qu'en région, c'est assez peu développé. Et donc, nous, on se dit qu'il y a un enjeu là, parce qu'on ne peut pas être sur du tout électrique non plus. Donc, il y a quand même un enjeu à pousser les énergies renouvelables thermiques. Donc sur l'électrique, donc on a l'appel à projet Smart PV que vous devez connaître, hein, qui a sa 3e édition sur l'autoconsommation avec des critères très poussés. Et on a depuis l'année dernière un cas d'intervention sur le photovoltaïque en injection réseau, donc qui ouvre un peu des perspectives pour développer vraiment la production PV sur le territoire. On a aussi la mobilité durable, avec un appel à projet sur la mobilité électrique de demain qui concerne les bornes de recharge, les bornes intelligentes en priorité, avec un maillage du territoire. Donc là, il y a des possibilités aussi de financement. Et enfin, donc, le bâtiment avec différents axes, des approches globales, des approches plus d'exploitation avec le management de l'énergie et une approche particulière sur les filières d'écomatériaux, matériaux biosourcés en filière locale. Alors, les CRET, on en a un petit peu parlé. Donc, les CRET, c'est un dispositif particulier à la région. Ce sont les contrats régionaux d'équilibre territoriaux. Donc, ce sont des conventions entre les EPCI et la région. Donc, je crois que maintenant, tout le territoire doit être couvert, grosso modo. Ces contrats ont une durée de 3 ans, donc sont renouvelés normalement tous les 3 ans. Donc, c'est l'occasion, tous les 3 ans, de définir un programme d'opération et en figeant le montant de la part région. Donc c'est une manière de fiabiliser la subvention régionale dans ce contrat-là sur les 3 années de durée du contrat. Donc depuis l'année dernière, les nouveaux CRET intègrent la problématique plan climat COP d'avance. Et donc il y a quelques critères minimums d'exigence pour que les projets remontent dans ces CRET-là. Sachant que dans les CRET, les projets qui sont inscrits dans la programmation sont ensuite ventilés selon la nature du projet pour l'instruction dans les différentes directions de la région. Voilà. Donc, selon... voilà, je ne sais pas qui est votre service instructeur, mais il se peut que ce soit le service aménagement, comme il se peut que ce soit un autre service. Voilà. Oui. Et donc, selon la nature du projet, parce qu'il y a des projets d'aménagement, il y a des projets de mobilité, donc il va y avoir la direction des transports qui va instruire certains dossiers. Donc, voilà, au cas par cas. Là, la nouvelle règle que l'on a fixée, et qui, je pense, devrait être respectée même par nos collègues d'autres directions, du coup, dans le cadre de ces CRET-là, c'est la performance énergétique minimale des bâtiments qui serait inscrit. Donc, pour les bâtiments neufs, on demande qu'ils soient RT 2012 moins 20%, sans la production photovoltaïque. Et pour la rénovation, qu'il soit BBC Rénovation. Et il y a une attente aussi particulière sur la démarche globale de qualité environnementale des opérations, sans que ce soit critérisé pour autant
mais en disant voilà, si on doit choisir entre 2 projets à inscrire dans le CRET, on choisira le plus vertueux des 2, quoi, voilà. Donc que ce soit sur tout ce qu'on a vu, hein, sur tous les thèmes BDM, des matériaux, de la végétalisation des espaces extérieurs, du confort, voilà. Et donc par exemple, notre cadre d'intervention sur le bâtiment, il peut être aussi sollicité via le CRET. Donc il y a 2 possibilités de faire jouer nos cadres d'intervention du service transition énergétique, soit en direct au fil de l'eau avec nous ou lors des appels à projets, soit via les CRET également. C'est-à-dire que certains projets qu'on instruit nous sont inscrits dans les programmations CRET. Le taux moyen des subventions dans ces CRET, selon la nature du projet, voilà, cela va de 10 à 30%. Voilà, ça dépend aussi du montant de l'opération, parce que les budgets de la région vont quand même en s'amenuisant ces dernières années. Donc voilà, sur des petits projets, on aura peut-être des taux un peu plus importants que sur des projets à plus de 15 millions d'euros. Alors voilà, pour rentrer un petit peu dans le détail des aides sur les bâtiments du service transition énergétique. Donc là, on est sur un service dont l'objectif est vraiment de tirer vers le haut les professionnels du bâtiment, les maîtres d'ouvrage, à faire des projets plus sur de l'exemplarité, de l'innovation. Donc on va être sur des projets très qualitatifs. On n'a pas vocation à financer énormément de projets. On a un budget assez restreint. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher l'exemplarité, d'aller chercher l'innovation pour en tirer des enseignements et essayer de tirer toute la filière derrière. C'est un peu comme BDM finalement. Voilà. Donc, on a différentes possibilités d'intervention sur une opération. On peut intervenir sur les études, et ce, depuis les études de programmation, parce qu'on a remarqué aussi dans des collectivités de petite taille qu'il y avait peut-être un manque de connaissance de ce qu'était une conduite d'opération de travaux et de la loi MOP, en l'occurrence. Et donc, que souvent, la partie programme était souvent chuintée. Et qu'on se retrouvait avec les équipes de maîtrise d'œuvre qui faisaient les programmes quelque part. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage dit moi je veux une école. Ok, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, quoi. Et donc du coup finalement c'est la réponse des maîtrises d'œuvre qui font un peu la nature du projet. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit déjà si on veut voir émerger des projets beaucoup plus qualitatifs, il faut qu'on intervienne auprès des maîtres d'ouvrage déjà au stade du programme, pour que les projets soient bien définis d'un point de vue qualitatif à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur cette phase-là, en finançant jusqu'à 50% du montant des études de programmation, intégrant une démarche de qualité environnementale. Donc on peut aussi financer une partie des études de conception, la partie qui va permettre d'avoir cette qualité de projet. Donc en général on fait une cote un peu une estimation, on va dire on va prendre 50% des honoraires des archis, 100% des honoraires du BET fluide, voilà, en dépenses éligibles on est un peu sur ce registre là. Les aides aux travaux, donc sur les travaux on va cibler aussi les dépenses éligibles qui font la qualité du projet, tout ce qui est isolation, tout ce qui est équipement performant, matériaux, écomatériaux, matériaux biosourcés. En général, on arrive à avoir en dépenses éligibles à peu près un tiers ou la moitié du montant des travaux sur lequel on applique après un taux selon la nature de l'opération. On peut aussi aider à l'innovation, c'est-à-dire sur un projet, s'il y a une innovation particulière, on peut venir financer que cette innovation-là. Voilà. Enfin, on peut avoir aussi des aides sur les audits énergétiques, mais pas sur un bâtiment. Là, l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'inciter à l'action, à la gestion patrimoniale du bâti. Donc, on va aider des audits énergétiques dans le cadre d'une approche patrimoniale, donc sur un parc bâti. Donc, ça peut être pour des bâtiments publics ou des bâtiments privés. Le cadre d'intervention, il n'est pas réservé qu'aux collectivités. Il peut s'adresser aussi à des opérateurs privés sur du tertiaire privé. Et donc ça peut être une entreprise qui a plusieurs sites ou une zone d'activité où les gens mutualisent les moyens d'ingénierie pour faire les audits énergétiques de plusieurs entreprises. Voilà. Là, sur la partie publique, on peut se retrouver avec la Caisse des dépôts en cofinancement sur ces audits-là. Alors sur les audits énergétiques, on peut aller jusqu'à 50% du montant des audits, mais, il y a un mais, c'est-à-dire qu'on versera 25% de la subvention à la livraison des audits. Les autres 25% seront conditionnés à la réalisation de travaux ambitieux sur au moins
un des bâtiments ayant fait l'objet des audits. C'est-à-dire, on veut au moins qu'il y ait une opération globale de rénovation qui soit réalisée de niveau BBC Rénovation. L'idée, c'est toujours ça, hein, c'est d'aller, de pousser à faire mieux, parce qu'on sent bien quand même que l'enjeu pour réduire de 50% les consommations du parc de bâtiments en région, l'enjeu, ça va être de généraliser autant que faire se peut le BBC Réno, voire plus. Donc c'est bien d'inciter à ça. C'est-à-dire que les petits travaux, c'est bien si on se positionne dans un cadre d'exploitation, de maintenance de son parc de bâtiments dans le temps. On entretient son parc, on fait des petits travaux énergétiques au cas par cas. Mais à un moment donné, en approche globale, il faut franchir le pas. D'accord, oui, ils mutualisent à l'échelle. Ouais, bah c'est bien de mutualiser. L'idée, c'est ça, c'est de réduire les coûts aussi pour tout le monde. Ok. Excusez-moi, ces aides-là sont cumulables? Avec quoi? Par exemple, on a un projet Crête et à côté de ça, on a un projet de l'extension de l'école cantine sur notre. Si vous avez plusieurs UDM, projets, vous pouvez marger à différents dispositifs. Donc au niveau études ou... Voilà, c'est-à-dire qu'une même opération peut bénéficier d'une aide en études et d'une aide en travaux. D'accord. Merci. Sur les aides sur la réduction des consommations des bâtiments tertiaires, donc là on est plus sur une approche d'exploitation de bâtiments de maintenance. Là, on retrouve plutôt un accent mis sur le management de l'énergie. Parce que souvent, on voit qu'il y a des audits énergétiques qui sont réalisés, mais ils ne sont pas vraiment exploités parce qu'il n'y a pas la compétence en interne, ou on n'y met pas vraiment les moyens, on a du mal à y voir clair. On se retrouve avec 20 audits, qu'est-ce qu'on en fait, comment on priorise. Donc il y avait l'outil Impulse tout à l'heure qui peut être un premier niveau d'analyse. Mais l'idée, c'est que cette démarche de gestion des fluides soit intégrée à l'organisation de la collectivité ou de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on essaie, nous, d'inciter à la réalisation de ces démarches-là qui vont vraiment permettre d'inscrire dans le temps temps durable, cette gestion des fluides et ces économies d'énergie. Vous retrouvez ce que j'évoquais tout à l'heure, la création de groupements de commandes aussi avec valorisation des C2E dans ces aides-là. Donc on n'exige pas forcément une démarche de certification ISO 50001. Disons que la finalité, c'est d'être dans cet état d'esprit-là. Mais ça peut être une démarche sans certification accompagnée par un bureau d'études, et donc les dépenses éligibles, ce sont les prestations du bureau d'études. Ça peut être aussi des actions territoriales, un audit énergétique de territoire avec une démarche participative. On a le cas sur Porquerolles, où le parc national de Porquerolles, par exemple, a développé cet audit territorial pour essayer de faire baisser la consommation de ce territoire de Porquerolles, où il y a des enjeux, hein, on est sur un territoire insulaire, en associant tous les acteurs. Et enfin, pour finir, les aides aux filières des écomatériaux. Donc là, ça s'adresse soit à des collectivités, des territoires, des intercommunalités qui ont un objectif économique de développement d'une filière parce qu'ils sentent qu'il y a un potentiel par rapport à une production agricole sur leur territoire. Et donc là, on peut intervenir avec un soutien pour l'animation de la filière, sur des prestations de conseil, ou ça peut être beaucoup plus technique auprès d'acteurs privés, des entreprises qui développent des process de fabrication innovants. Alors, on entend par innovant qui n'existent pas en région. Voilà. Ou vraiment innovants qui n'existent pas et qui sont vraiment nouveaux, quoi. Voilà. Donc, par exemple, on a financé des études de recherche et de développement dans ce cadre-là. On peut financer vraiment l'investissement productif. Par exemple, on a financé l'unité de nettoyage de balles de riz d'un producteur en Camargue. Voilà. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Et nous allons donner la parole à notre dernier intervenant, Yannick Schimpf, de la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires. Enfin, excusez-moi de poser la question d'abord. Est-ce que vous pourriez clarifier le lien ? Merci. Oui, totalement. Donc, bonjour à tous. Effectivement, la Caisse des dépôts, je pense que vous connaissez tous maintenant. Donc, depuis 2 ans maintenant, vous entendez parler de la Banque des territoires. Donc, c'est l'un des 5 métiers. La nouvelle direction générale a souhaité restructurer le groupe autour de 5 grands métiers, dont fait partie la Banque des territoires, à côté du financement des entreprises, à travers la Banque publique d'investissement, la gestion des retraites. La Caisse des dépôts gère une retraite sur 5 en France, les filiales
et la gestion d'actifs. Donc la Banque des Territoires n'est pas une banque classique, ce n'est pas une nouvelle entité juridique, c'est une marque qui regroupe l'ensemble de nos interventions sur le territoire. C'est principalement le conseil en amont et l'ingénierie, le financement et l'investissement. Donc voilà pour la présentation. Nous sommes 55 personnes basées à Marseille, à 300 mètres d'ici, à côté de l'Arc, et 5 personnes, je vous dis ça, on a 5 personnes dans une agence à Nice aussi. Donc vous pouvez les contacter quand vous voulez. Voilà. Ensuite, voilà, c'était pour la présentation. Voilà, rassurez-vous, il y a très peu de slides avec pas grand-chose dessus. Donc ça, c'était pour la partie présentation. Ah non, vous avez mis le slide costaud quand même. Bon, bah, en fait, je vous propose que je vais passer très vite et aller à l'essentiel. Voilà, les enjeux. Là, je vais juste passer et on va pas passer. Oui, parce qu'il y a 2 présentations. Non, mais il n'y a pas de souci. Juste le temps de trouver comment marche. Voilà, non, je suis allé trop vite. Comment je reviens en arrière? Celle de gauche, voilà, le temps de revenir en arrière. Et c'est réglé. Donc, je voulais donner oralement quelques grands chiffres. Ça vous dérange si je mets de l'autre côté? C'est pour que je vous vois. Donc, en fait, le patrimoine des collectivités, c'est juste énorme. Hein. C'est 5 mètres carrés par habitant. Donc, je vous laisse faire la multiplication. 5 mètres carrés fois 67 millions aujourd'hui. Donc, c'est énorme. C'est quand même près de 80% de la facture énergétique. Ça représente 50 € par habitant et par an. Et j'ai demandé à mon expert transition énergétique ce matin de me convertir le premier point en ce que ça représente en production de réacteurs nucléaires. Donc aujourd'hui, la consommation moyenne du parc annuel, c'est quand même la production annuelle de 12 réacteurs nucléaires. Voilà, ce que représente votre parc immobilier. Donc voilà, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'on en parle souvent. Donc ça, c'était juste pour rappeler quelques chiffres. Et également, évidemment, avec un prix des énergies croissant et des installations qui vont vieillir, toute cette facture ne va pas aller à la baisse, au contraire. Donc, comme j'ai le document complet, voilà, ne rien faire, bien évidemment, à horizon 2050, sont des estimations. La hausse annuelle va représenter 10%. Évidemment, plus on fait d'efforts en investissement pour rénover, bien évidemment, plus le trend baissera et peut aller jusqu'à moins 2%. Mais ça veut dire qu'il y a des investissements voilà, lourds, costauds. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, le message qu'on passe, mais que tout le monde passe, et vous en avez bien conscience, c'est qu'il faut agir. Alors, voilà, pardon. Donc ça, je passe. Donc effectivement, comment la Banque des Territoires peut vous aider face à ces enjeux? Donc c'est dans l'accompagnement. Donc là, c'est un focus, évidemment. On a plein d'autres métiers, mais c'est un focus sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous ne découvrez pas cette chaîne. Mais à chaque morceau de la chaîne, on peut vous accompagner. Donc, on peut vous accompagner par notre propre ingénierie en interne. On a des ingénieurs. J'ai vu avant sur votre diaporama Aegis, donc, qui est l'une de nos filiales en ingénierie. Mais on a également des ingénieurs du bâtiment chez nous. Donc, et ce qu'on ne sait pas, évidemment, on peut prendre des prestataires, mais qu'on peut cofinancer à vos côtés. Donc, on peut cofinancer à hauteur de 50% et plafonner à 50 000 €. Ces chiffres ne tombent pas du ciel. C'est à peu près le coût moyen qu'estimé dans la plupart des projets avec les collectivités que nous avons vus. Donc, j'ai entendu parler d'audit énergétique. Voilà, enfin, retrouvez tout ce qu'on a déjà dit. Le message que je souhaite faire passer, c'est que voilà, sur toute la chaîne, on peut vous accompagner. Donc, y compris sur le choix du montage, mais là, la décision appartiendra toujours aux décideurs publics. Donc, évidemment, l'objectif, dans le cadre d'un schéma directeur et dans le cas des audits, c'est de bien définir une liste de travaux. Après, il faut les prioriser. Parce qu'après, pour un élu, effectivement, il s'agit de savoir, en fonction des capacités de la collectivité et des aides, j'ai bien compris le message, et, voilà, en fonction de la personne qui s'occupe des aides, elles peuvent être plus ou moins importantes. Donc, hormis les subventions, il n'y a pas d'argent gratuit, donc il faut quand même que la collectivité puisse rembourser. Donc, évidemment, il y a la rénovation lourde. Mais ça concerne en gros les travaux avec un retour sur investissement qui va de 30 à 40 ans et ce qu'on appelle la rénovation plus légère.
Donc, c'est des travaux avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans. Donc là, je ne vais pas développer je vais faire un focus juste après sur un outil original de financement. Donc la rénovation lourde, généralement, ça se finance par emprunt, donc qu'on rembourse, ça dépend des travaux. Nous, notre caractéristique aujourd'hui sur le court terme, à moyen terme, je suis très transparent avec vous, nous ne sommes absolument pas concurrentiels. Notre ressource, c'est le taux de livret A, plus donc la rémunération du réseau collecteur. Mais généralement, nous commençons à prêter là où le marché classique s'arrête, c'est-à-dire à partir de 25 ans, jusqu'à 30, jusqu'à 40 ans. Donc là, on vient de sortir un prêt donc, qui s'appelle l'EduPrêt. Donc c'est tout ce qui est rénovation des équipements scolaires. C'est pour ça, si d'autres d'entre vous sont intéressés par ce type de projet, nous avons une offre donc là, qui à 40 ans est concurrentielle. Ça revient à un taux à 40 ans à 1,5%. Voilà, je n'entrerai pas plus dans les détails, ce n'est pas l'objet de la présentation. Sinon, il y avait évidemment il y a le marché global, il y a donc, ce qu'on appelle le MGPE, le marché global de performance énergétique. Donc, voilà, la collectivité par appel d'offres choisit un opérateur privé pour faire l'ensemble des travaux et assurer la maintenance, mais assure le financement, et puis il y a la solution sans le financement apporté par la collectivité, qui est donc le marché de partenariat de performance énergétique. Je n'insisterai pas là-dessus. Ce que je voudrais faire là aujourd'hui, c'est juste vous présenter effectivement une modalité d'intervention qui s'appelle l'Intracting. Donc ça, je viens de le développer, on ne va pas passer là-dessus. Donc voilà. Alors l'Intracting, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est les économies d'énergie qui remboursent l'avance remboursable qu'avance la Caisse des dépôts. Donc voilà le schéma, je vais le décrire rapidement. Je ne vais pas faire dans le sens des flèches. Ça commence par, et on y viendra juste après, par un bouquet de travaux qui est défini par un bureau d'études, donc pour définir ce qu'on appelle donc les actions de performance énergétique, qui génèrent des économies d'énergie et qui rembourse donc à l'avance de la Caisse des dépôts. Et évidemment, on peut apporter jusqu'à 50% du montant des travaux, l'autre 50% étant apporté par la personne publique, par ce qu'on appelle autofinancement, mais dans l'autofinancement, ça peut être des subventions. Voilà, donc ce que je veux dire, mais ça ne concerne que des travaux avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans. J'insiste bien là-dessus. C'est une première approche, c'est le type de travaux qui permettent d'atteindre les 10 à 20 premiers % d'économie d'énergie. Sachant que, enfin, sous le contrôle des spécialistes, je suis qu'un financier, pas ingénieur, mais j'étais dans une filiale Exterimo qui a beaucoup répondu à ce type d'appel d'offres. C'est les travaux lourds, c'est pour atteindre les 40 %. Ce que je veux dire, par certains types de travaux, si on les choisit bien, on peut quand même atteindre les 10 à 20 premiers % d'économie d'énergie. Voilà, le principe est donc facile à comprendre. C'est les économies d'énergie qui remboursent les avances. Alors, voilà le bouquet de travaux, mais donc on a vu tout ça. Un élément essentiel quand même, c'est l'économe de flux, parce que pour que tout ça marche, généralement, la collectivité a un économe de flux. C'est une personne qui s'occupe du suivi de ses travaux et de sa mise en œuvre et du suivi budgétaire. Il y a une limite, effectivement, pour une toute petite collectivité. Mettre quelqu'un à temps plein va être une contrainte. Donc, on est en train de regarder pour une approche au niveau de la communauté de communes, de l'agglo ou via les CIMEC. Donc, je passe, voilà. Juste pour illustrer les bouquets de travaux, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut vraiment retenir comme message, c'est ce qu'on appelle la rénovation légère. Voilà, dans différents secteurs. On touche aux installations de chauffage, à tout ce qui est détection, enfin, bon, voilà, certains types de travaux qu'on définit ensemble avec un bureau d'études. Et là, encore une fois, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, cofinancera 50% du coût de ce bureau d'études. Donc voilà, c'est juste les montants, 50%. Il y a quand même, voilà, le budget de travaux, il est situé entre 500 000 euros et 5 millions. En moyenne, on est à hauteur de 1 à 2 millions. 5 millions, c'est énorme. Voilà, donc, voilà, quand même, l'avance, c'est pas une avance remboursable à taux zéro. Elle est aujourd'hui fixée à 2%. Mais encore une fois, voilà, parce que dans ces 2%, on a tout l'accompagnement en méthodologie. Mais voilà, comme je vous l'ai dit,
on cofinance 50% du coût des études. Donc si je déduis ce montant des intérêts, on frôle le 0%, voire on peut arriver à un taux négatif. Donc voilà, c'est juste, mais voilà, faut quand même. Je suis très transparent avec vous. Aujourd'hui, ce taux est fixé à 2%. J'espère le ramener à 1,5% dans les prochains mois. Je pense non, ça on va passer dessus. Oui, juste pour illustrer, une convention a été signée récemment avec Ajaccio, mais ici à Marseille, cette convention, parce qu'on a démarré avec les universités, donc une convention a été signée il y a 2 ans avec Aix-Marseille Université. Et en fait, les économies d'énergie, on va au-delà de ce qui a été estimé. Donc voilà, on peut aussi aller, on peut même faire mieux. Donc voilà, on ne va pas insister plus que ça. Si je peux vous dire que ça vient, c'est pas parce que j'ai un nom à consonance germanique, mais voilà, ce dispositif, on l'a copié quelque part. Zut, je suis allé trop loin de la ville de Stuttgart, dans le Baden-Württemberg, en Allemagne, qui a développé ce dispositif, qui a ensuite été repris par l'université de Heidelberg. Nous-mêmes avons mis ça en place d'abord avec les universités pour maintenant le proposer aux collectivités. Et j'ai quasi fini, donc ça, j'ai déjà dit. Voilà, en gros, en petite synthèse, voilà, on ne va pas redévelopper. Éventuellement, si vous avez une question, vous la poserez. S'il y a la phase amont, donc définition du bouquet de travaux, évidemment, il y a une convention à signer. Ça, c'est la documentation contractuelle. Peut-être juste dire que ça se fait en 2 phases, parce que dans le cas où on s'est tous plantés sur comment dire, la qualification des travaux, on peut décider d'arrêter parce que bon, les économies d'énergie ne sont pas en rendez-vous. Donc voilà, on peut décider ensemble d'arrêter. Et puis sinon, voilà, ça suit son cours. Et juste pour vous, voilà, normalement c'était Barisa qui devait vous faire la présentation. Donc on a mis, c'est la version complète, j'ai mis Barisa, c'est elle qui a fait le PowerPoint. Donc je l'ai corrigé, je l'ai mis avant moi, mais voilà, c'est la version initiale. Voilà, donc j'ai également des cartes de visite que je mets à votre disposition. Voilà. Donc si vous avez une question d'eux. Si, nous avons encore 2-3 minutes. Après, il faudra évacuer, malheureusement. Le centre ferme à 18h, mais bon, on va... Oui, je me demande de quelle manière on pourrait justement se coordonner pour justement apporter plus d'aide aux collectivités sur certaines actions. Je pense notamment à votre aide, l'aide que vous financez pour identifier les actions finançables dans le cadre de l'intracting. C'est vrai que nous, sur le groupement de commandes de petits travaux, bon, on est parti beaucoup plus modeste. Et donc c'est vrai que les 500 000 € en termes de limite de montant de travaux, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être sur la partie amont de l'aide à l'identification des travaux à réaliser, c'est peut-être jouable. Il faut effectivement qu'on se coordonne. Tout part de la collectivité, d'un projet de la collectivité. Ensuite, voilà, vous avez vos contacts, on a les nôtres, il faut qu'on se coordonne. Voilà, on a parlé la première présentation, c'était sur Impulse, on dit comme... Oui. Voilà, donc on peut coordonner. Voilà, il y a effectivement un effort de coordination et puis ce qu'on a dit ensuite pour optimiser effectivement le montant des aides. Mais à la base, quand même, c'est le diagnostic. Enfin, il y a une stratégie patrimoniale, oui, que ce soit dans la réhabilitation ou dans la construction. Je dirais, tout ça rentre dans un plan stratégique immobilier. Et ensuite, en fonction, on passe aux audits énergétiques, effectivement, pour que les décideurs publics puissent ensuite prioriser les actions. Je pense qu'on est dans la même philosophie, on ne s'y prend pas de la même manière, mais peut-être qu'il y a des moments où on peut nous sommes même voisins et n'arrivons pas à nous... effectivement. Donc... Je connais Barisa, mais c'est vrai qu'on le fait plus au coup par coup, à l'occasion, quand on sait qu'on finance la même collectivité, mais on ne l'a pas forcément réfléchi pour que ce soit peut-être proposé. Voilà, il faut. On est en discussion, on discute aussi avec l'AREA. On est prêt à travailler effectivement avec tout le monde. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de projets Effectivement, j'ai entendu le décret tertiaire, mais aujourd'hui, voilà, on va obliger. Alors, j'aime pas le terme sanction, mais sans sanction en droit, voilà, je veux dire, et même avec une sanction, une collectivité qui n'a pas de capacité financière, voilà, pourra pas. On pourra même l'obliger et la sanctionner, mais elle ne pourra toujours pas. Voilà. Donc l'optimisation, si je comprends bien, il y a quand même... Pas si on est malin. Si on met les moyens...
Oui, justement, je voulais vous poser une question. Dans le cadre de l'intracting, une commune, par exemple, qui aurait des difficultés financières, dans la mesure où ça va être financé par des économies d'énergie, est-ce qu'elle pourrait avoir accès à ce type de financement? J'ai cité Ajaccio, son travail de secret. Je ne connais pas Ajaccio, mais on m'a dit que c'était assez tendu. Mais justement, effectivement, on peut bien distinguer. Moi, je pense que oui, évidemment, quand elle est hyper tendue, franchement, quand elle a des problèmes de remboursement, on regarde de plus près. Mais si elle n'a pas de capacité particulière, nouvelle capacité particulière, oui, pour moi, c'est d'où l'importance du BET et de la qualification des travaux. Effectivement, pour moi, c'est à part. Et puis sinon, c'est notre risque, c'est notre avance. Par contre, il faudra que vous trouviez les moyens d'apporter les 50% autres. Oui, encore peut-être. Oui, nous arrivons à la fin, nous allons devoir nous arrêter parce que tout a été déménagé et voilà. Voilà, de toute façon, voilà. J'aurais dû mettre le numéro de téléphone aussi, mais voilà, avec l'adresse mail, avec les 2 adresses mail, ça arrivera à nous joindre. Ces présentations sont quasiment toutes sur la clé USB que je vous ai distribuée, sauf celle de Maître Denis que je vous transmettrai par email. Je reste à votre disposition, j'ai des cartes de visite. Et puis donc, voilà, c'était une première. Oui, cet atelier, j'avais oublié de le dire, était en fait une demande suite au Batifré de l'année dernière, une demande venant de nos partenaires collectivités. Voilà, donc nous espérons le refaire. Et puis vous avez vu, nous avons été filmés. Donc sans doute, si vous le voulez bien, puisque si jamais vous n'acceptez pas d'apparaître dans ce petit film, nous allons devoir brouiller votre visage et votre voix, mais sinon, vous verrez dans 6 mois ou dans 8 mois, vous pourrez regarder à nouveau cet atelier. Voilà. Merci beaucoup à tous, à toutes et à nos intervenants d'être venus.